Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour ce magazine qui a été initié par le festival Atmosphère. Le festival, vous le savez, qui depuis 10 ans interroge le quotidien pour essayer d'imaginer ce que sera demain, des lendemains meilleurs, on l'espère. Et c'est exactement ce que nous faisons au cours de cette émission. Soyez les bienvenus pour l'épisode numéro 2 de l'effet pangolin. Alors, avant de commencer, déjà, je voulais vous remercier et vraiment chaleureusement de nous avoir suivis très nombreux dès la semaine dernière pour le premier épisode. Vous avez apporté vos suggestions, vous avez fait des commentaires, vous avez liké l'émission. Donc, continuez. Surtout, n'hésitez pas à le faire avec le hashtag Effet Pangolin. C'est très important. Cette émission est autant la nôtre que la vôtre. Alors, aujourd'hui, on va parler d'éducation, d'instruction avec nos trois invités. Notre grand témoin du jour est une scientifique, docteur en sciences, numéricienne. Elle a édité aux éditions de l'Observatoire un livre qui s'appelle De l'autre côté de la machine. Et c'est Aurélie Jean. Bonjour Aurélie. Bonjour Sébastien. Alors Aurélie Jean, numéricienne, spécialiste du code. Combien de langages est-ce que vous parlez de langage informatique ? Alors, couramment, mes deux langages préférés sont le Python et le C++. D'accord. Je code plus en Python, j'ai envie de dire malheureusement, parce que le C++, j'aime beaucoup, mais parce qu'en fait, il y a plus de gens qui codent en Python qu'en C++, et vu que tous les projets sont collaboratifs, donc voilà, c'est l'avantage du Python. Après, j'ai appris plein de langages à côté, parce que j'en avais besoin pour fixer d'autres codes, ou, voilà, que ce soit MATLAB, JavaScript, Java, voilà, tous ces langages. Super. Est-ce qu'un jour, ces langages qui sont des langages écrits pourraient être amenés à être parlés ? Bah, écoutez, c'est intéressant que vous disiez ça parce que moi j'aimerais bien que ce soit possible de façon à pouvoir parler et que donc le code s'écrive automatiquement. C'est difficile à dire, je sais pas trop, peut-être, oui, mais je sais On pas. verra bien. Bon, cela dit, mon fils, quand il joue à Animal Crossing, j'ai déjà l'impression qu'il joue avec des personnages qui parlent le code. Hein. Voilà ce que ça donne à peu près. Au bout de 2 heures, Ah, j'en peux tu le plus. fais très bien. Ouais. On peut compter sur toi pour mettre le niveau très très haut dès le départ. Ouais, exactement, c'est une émission intelligente où on va parler de choses intelligentes, c'est important. Notre deuxième invité est le fondateur de l'école Être pour la transition écologique. C'est une école qui recueille des élèves qui sortent donc du système scolaire sans diplôme. Il y en a 150 000 tous les ans qui sortent de l'école sans diplôme en France. Il a créé cette école pour la transition écologique. Elle se trouve actuellement en Occitanie, je dis actuellement puisqu'il y en a 4 autres en préparation dans d'autres villes de France. Et une des élèves lui a dit un jour qu'il avait inventé l'école pour les élèves qui n'aiment pas l'école. J'adore cette définition. C'est Frédéric Mathis. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors pour être plus précis, c'est pour les jeunes qui n'aiment pas l'école, puisque justement, ils n'étaient pas élèves à ce moment-là. Et évidemment. Et est-ce que vous aimiez l'école, vous, quand vous y étiez ? Alors moi, j'ai eu la chance d'adorer en fait l'école. Je me suis éclaté à l'école, et notamment parce que j'ai eu la chance d'être dans une école nouvelle, avec une pédagogie un peu alternative à Toulouse, et du coup qui m'a appris à apprendre, à aimer apprendre, à aimer découvrir. Et du coup, voilà, modestement aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de retransmettre dans ce qu'on développe au niveau de l'école Être. Eh bien, on va en parler tout à l'heure justement de cette soif d'apprendre et du plaisir qu'on peut trouver à aller à l'école. Une qui a toujours adoré aller à l'école, elle y va encore d'ailleurs tous les matins avec son petit cartable sur le dos, c'est Aline Afanoukoé. Bonjour Aline. Bonjour à tous. T'es venu Oui, aujourd'hui Bravo, le cartable alors. Bah oui, cartable. écoutez le cartable. T'es venu avec une superstar qui vient de remporter son 4e Grammy Awards à Los Angeles. Aline, tu es avec elle aujourd'hui dans cette émission. Oui. Alors, on a la chance d'avoir une femme de cœur et d'engagement qui ne parle pas le python, mais le langage tigresse, on va dire. Oui, j'adore. Artiste international, star internationale, qui a effectivement remporté son 4e Grammy Awards tout récemment. Une voix exceptionnelle, une énergie incroyable. Angélique Kidjo, qui est depuis 2002 ambassadrice de bienfaisance à l'UNICEF, et puis qui a créé sa fondation Batonga, qui vient en aide aux jeunes filles défavorisées, aux jeunes filles pour leur permettre d'accéder à l'enseignement secondaire. C'est très important, c'est un combat qu'elle mène depuis très longtemps. Batonga, d'ailleurs, Angélique, il faut nous expliquer ce que ça veut dire, parce que ça remonte à tellement loin que c'est vraiment un combat qui a été hérité du père, de votre père. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que veut dire Batonga ? Batonga, ça a été un mot que j'ai inventé, en fait, parce que quand j'ai fini le primaire, que je suis arrivée au collège, ma première année a été une année d'enfer, quoi. Et c'était toujours les gars qui étaient après moi, parce que j'étais toute petite.
Et j'ai grandi avec des garçons, donc je n'avais pas peur des garçons. J'étais tout le temps fourrée avec tout le monde. J'aimais bien créer des liens entre les gens. Et il y a deux qui ont décidé vraiment de me pourrir la vie. Et ils avaient l'habitude de dire, ta place n'est pas ici, tu dois être à la maison après faire la cuisine. Et le truc qui m'énervait le plus, c'est ils avaient un bâton, ils avaient mis des miroirs au-dessous, en bout de bâton, et ils mettaient ça sous les robes pour regarder si on avait des culottes. Non. Je devenais complètement folle. Et je me rappelle un jour, je suis rentrée à la maison, comme j'ai fait du karaté avec mes frères, mon père est un exemple pour moi, j'ai grandi avec 7 garçons, je suis un peu un garçon marqué et je sais me défendre physiquement. Et mon père avait l'habitude de dire, quand la seule solution qui nous reste, c'est de se battre, on a perdu tous les arguments pour se comprendre et pour vivre ensemble. C'est vrai, ouais. Et il m'a dit, je suis revenue de l'école, je lui ai dit, je vais leur casser la gueule, c'est ce que j'ai dit littéralement. Et mon père a dit, mais non, tu n'as fait pas avancer le fait que tu es à l'école et que tu peux servir d'exemple aux autres. Le casser la gueule, bon, c'est une satisfaction peut-être pour toi, mais dans la durée, qu'est-ce que tu laisses? Il m'a dit, qu'est-ce que je vous dis tout le temps? Votre cerveau est votre âme absolue donnée par la nature. Ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de nationalité, ça n'a pas de couleur. Maintenant, je veux que tu me dises, que tu sortes avec un mot, parce que ces garçons-là, pourquoi ils font ça? Ils pensent qu'ils sont supérieurs à toi, à cause de leur sexe, ils sont plus intelligents que toi. Et qu'ils connaissent tout. Viens avec un mot qu'ils ne comprendront pas. Je dis, mais comment je peux inventer ça? Elle me dit, tu es suffisamment intelligente ou tu es idiote? Dis-moi. Alors, je suis venue avec le mot batonga, qui pour moi veut dire, foutez-moi la paix. Vous n'allez pas décider ce que je vais faire de ma vie. Vous n'allez pas définir si je dois rester à l'école ou pas. Je vous emmerde. Voilà, donc vous avez le schéma. Voilà, la fondation Batonga, c'est foutez-moi la paix, on avance. Hashtag, je vous emmerde. Voilà, ça c'est C'était pour me donner aussi du courage en me disant, je peux en fait, j'ai réfléchi en me disant, j'ai des frères et sœurs, et le problème à l'école, justement, pour moi, j'aimais beaucoup l'école, et c'est parce que j'avais eu des frères et des sœurs qui ont fait toutes les classes avant moi. Donc, quand j'arrivais, j'y connaissais tout. Et quand le prof était en train de raconter des bêtises, j'étais là, c'est pas ça, je me suis fait, mais l'école était l'enfer, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, basta. Allez, Aurélie, ça vous parle, hein, évidemment, ce que dit Angélique, parce que dans la tech, il y a un déficit absolu de femmes. Oui, et c'est vrai ce que dit Angélique, c'est rigolo parce que moi, en fait, je suis réellement, enfin, je suis un ancien garçon manqué, on va dire, et je pense être toujours au fond de moi, en fait, dans ma manière de réagir, ma manière de faire, et voilà. Et donc, oui, ça me sonne, ouais, ça résonne complètement en moi, et en particulier dans les études scientifiques et dans la tech, où en fait, il y a encore trop peu de femmes. Donc, ouais, moi, ça résonne complètement. D'ailleurs, les femmes sont absentes même des histoires des mathématiques et des sciences que vous avez pu suivre. En lisant votre livre, j'ai découvert que Grace Hopper, qui était une amirale de l'armée américaine, donc déjà, et on parle là des années 40, et la femme qui a inventé le code quelque part pour coder qui a inventé le premier langage. Et lors de vos cours que vous receviez quand vous avez commencé vos études, eh bien, elle n'était même pas citée. Non, absolument pas. Comme beaucoup d'autres femmes, d'ailleurs, il ne faut pas oublier, il y a énormément de femmes scientifiques qui ont d'ailleurs travaillé dans l'ombre de grands hommes et qui ne sont… On en parle, on commence à en parler aujourd'hui, mais en fait, elles sont encore trop dans l'ombre. Ouais. D'ailleurs, on le Surtout, voit. il y a une femme dont le code médical s'appelle SILA, dont elle avait le cancer de l'utérus aux États-Unis. Et quand elle est arrivée, ils cherchaient à multiplier les cellules. Et il s'avère que les cellules qu'ils ont pris chez elle se multipliaient à une vitesse pas possible. Oui, les HeLa cells, oui. HeLa cells. Henrietta Lacks, elle a sauvé l'humanité. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce sont toutes les cellules qui se développent aujourd'hui viennent d'elle. Ça a été jusque dans la Lune. Personne n'en parle parce qu'elle est noire. Vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Il y a les femmes, il y a aussi le racisme dans tout ce qu'on fait. À partir du moment où tu es noir, que tu apportes quelque chose, même scientifiquement, il y a plein de choses qui sont découvertes par les Noirs, mais on n'en parle pas vraiment. C'est-à-dire que on a toujours besoin de la valorisation, de la validation de quelqu'un qui est blanc pour exister. Et pour moi, l'éducation, c'est la même chose. Ouais. Vous savez, c'est rigolo parce que moi, j'ai travaillé sur des cellules HeLa cells, donc des cellules qui viennent des cellules d'Ella. Donc c'est très drôle. Donc je connais très bien l'histoire de cette femme. Ouais.
En revanche, chez les scientifiques, des personnes qui sont très bien représentées, c'est les hommes blancs barbus. Je ne pointe personne du doigt dans cette mosaïque. Et ça, il y en a deux. Non, parce qu'il n'a pas les cheveux blancs. Il n'a pas les cheveux blancs. Il n'a pas les cheveux blancs. C'est vrai. Quoi? Il est malin, il a le tout. Donc, je vous présente à pas ton tous. problème, Frédéric, toi. Parce que les cheveux, tu en as. Pardon, Angélique? Les cheveux, t'en as, toi, en pagaille. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Oui, je suis servi. Comme le coiffeur est en grève. Ouais. Est-ce que je peux reprendre le contrôle Ça de va cette être intéressant. émission? C'est une émission sérieuse. Je voulais vous Ah ouais, présenter c'est ça. Frédéric Sigrist qui est avec nous chaque semaine. Et Frédéric qui est comédien, humoriste, éditorialiste. On le retrouve régulièrement sur France Inter. Il anime également le podcast Blockbuster sur la pop culture. Et Fred, j'avais envie de te demander, qu'est-ce que ça t'inspire, l'éducation de demain? Parce que c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Ouh là 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 là. Alors, je suis un peu gêné, Sébastien, parce que me demander de parler d'éducation, c'est un petit peu comme demander à Christophe Barbier ce qu'il pense de la chloroquine, tu vois. Tu as le droit de le faire, mais après, il ne faudra pas t'étonner quand tu vas te mettre à faire pipi du sang, en fait. Hein. Parce que moi, en fait, je suis parent, je ne suis pas enseignant. Ah, moi, j'y connais rien en éducation. Alors, tu vas me dire, oui, mais pourtant, tu as des enfants. J'ai aussi un congélateur, c'est pas pour ça que je sais comment ça marche. Hein. Moi, quand je sors des glaçons du frigo, tu sais, alors que j'y avais mis de l'eau, je suis toujours à deux doigts de sacrifier un animal à une divinité païenne. Pour moi, c'est de la magie. Les avions, c'est pareil. Vous pouvez faire venir Fred et Jamie, c'est pas sorcier, pour m'expliquer comment ça marche. Pour moi, les avions, ça vole parce qu'on y croit. Voilà, c'est uniquement pour ça. Et le confinement, ça n'y change rien. Moi, je suis toujours parent avant d'être enseignant. J'ai des amis qui sont convaincus de faire partie de l'éducation nationale depuis 2 semaines. Voilà, depuis qu'ils font l'école à la maison, ils disent « Oh, je suis devenu prof ». Remarque, Jean-Michel Blanquer, il est bien convaincu d'être ministre de l'Éducation. Hein. C'est ce monsieur-là qui disait 2 semaines avant le confinement « Nous ne fermerons pas les écoles ». Elles ont fermé. Hein, il a dit aussi que les enfants seront de retour à l'école après les vacances d'avril. Non, en fait. Non. Et le bac aura lieu cette année, c'est sûr. Non. En fait, en contrôle continu, Jean-Michel Blanquer, il n'a pas son diplôme de ministre. Franchement, penser que tu es devenu prof parce que ça fait 2 semaines que tu fais l'école à la maison, c'est comme penser que tu peux dribbler Mbappé parce que tu as marqué 2 buts à FIFA. Reste tranquille, franchement. Déjà, toi, parent, c'est à tes membres que tu enseignes. Et sans rentrer dans les détails, on sait tous qu'on a toujours beaucoup plus de tolérance avec ce qui sort de notre corps à nous. Hein. Ensuite, les cours, c'est pas toi qui les as préparés. Il faut bien comprendre que nous sommes à l'éducation ce que l'équipier McDonald's est à la gastronomie. On réchauffe des plats surgelés. Je veux dire, moi, je ne veux pas réclamer une étoile au Michelin parce que dès que je fais réchauffer quelque chose au micro-ondes. Non, pour moi, tu peux te dire prof quand tu es coincé toute la semaine avec 30 gamins qui ne sont pas les tiens, qu'en fin de journée, tu te fais pourrir par des parents convaincus que leur gosse a un haut potentiel depuis qu'ils ont vu un documentaire sur la précocité à Arte, que tu rentres pour corriger des copies qui te font dire qu'au lieu de faire court, tu aurais mangé des chipsters en faisant des cris d'animaux, le résultat aurait été le même. Et enfin, à la fin du mois, quand tu vois combien l'État te paie pour tout ça, là, seulement tu peux te dire prof. Sinon, sur ce sujet, comme sur plein d'autres, moi je dis, il n'est pas interdit de dire que des fois, il y a des sujets qu'on ne maîtrise pas et on peut dire, j'en sais rien. Qu'est-ce que j'en sais, moi, de comment ça se guérit un virus? Comment je sais comment ça se gère une pandémie ou comment ça se fabrique un masque? Alors, parce que j'ai lu un article sur Facebook, ça va valoir 8 ans d'études au MIT? Eh ben non. Donc, finalement, il n'y a pas besoin d'être un robot, Sébastien, pour dire qu'on a peut-être aussi, nous, une intelligence artificielle. Bravo, merci beaucoup, bravo Fred. Oui, tout à fait. Vous pouvez l'applaudir, Fred. Il y a 2 Fred là, CK sur la mosaïque. Merci Frédéric Sigrist. 2 Fred? Oui, il y a 2 Frédéric CK. Il y a Frédéric Matisse et Frédéric Sigrist. Ça fait exprès ou quoi? Oui, tout à fait. Il y a des de la même façon. Exactement. Alors, tu m'as tendu la perche doublement, Frédéric, puisque Aurélie Jean a fait ses études au MIT. J'ai fait ma recherche. J'ai fait toutes mes études en France. J'ai fait ma recherche au MIT. D'accord. Que soyons précis, s'il vous plaît. Et donc, elle a fait sa recherche au MIT. Elle est également enseignante. Comment ça se passe actuellement? Vous donnez des cours pendant cette période de confinement aussi ou pas? Écoutez, justement, j'avais un cours à préparer pour le printemps au MIT. Le MIT a fermé ses portes 1 semaine avant le confinement français. Et donc, tous les cours ont été reportés. Les cours, en fait, pour les premières années d'université se font en ligne. Mon cours étant un cours en ligne que je préparais, en fait, voilà, donc il est reporté. Donc, j'espère qu'on va pouvoir le reprendre vite. Ouais.
Alors Aurélie, on ne va pas dérouler tout votre CV qui est assez long, mais vous êtes, comme on l'a dit, numéricienne, spécialiste du code, auteur du livre De l'autre côté de la machine aux éditions de l'Observatoire, qui est autant un livre de vulgarisation scientifique que l'histoire d'un chemin initiatique que vous avez vécu au pays des algorithmes. Alors on va commencer par une question assez basique. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Est-ce qu'on peut résumer ça sans faire un cours magistral? Non, oui. Alors en fait, un algorithme, c'est assez simple. En fait, c'est un ensemble, c'est une séquence d'opérations ou de tâches à exécuter selon une certaine logique pour pouvoir répondre à une question et résoudre un problème. Donc aujourd'hui, quand on parle d'algorithme, on suppose, on sous-entend que c'est un algorithme numérique qui est destiné en fait à être implémenté dans un code de calcul pour tourner sur un ordinateur. Mais en fait, l'algorithme est bien plus ancien puisque le nom date du 9e siècle de notre ère, mais le concept en fait de raisonnement logique et d'opération pour résoudre un problème date même de la Grèce antique et de l'époque d'Euclide, 3 siècles avant notre ère. D'accord. Et ensuite, c'est un mathématicien perse qui a donné son nom Exactement. aux algorithmes. Et alors, question suivante, puisque là, vous êtes vraiment en présence de béotiens. À quoi sert un algorithme? Alors, un algorithme, comme j'ai dit, ça sert à répondre à une question ou résoudre un problème. Alors après, la vraie question, c'est pourquoi on ne le fait pas à la main, nous, dans notre monde organique. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que soit parce qu'on n'est pas capable de le faire, parce que les problèmes sont bien trop gros à résoudre, ou si on devait le faire, bon, ça nous prendrait des années. Après, il y a d'autres, j'en parle dans le livre, il y a d'autres raisons, comme par exemple, essayer de simuler quelque chose qu'on n'est pas capable d'observer dans la réalité. C'est ce que j'ai fait dans mon travail de thèse. On a regardé un matériau à l'échelle nanoscopique, chose que je ne pouvais pas faire dans la réalité, pour plein de raisons techniques. Et puis, parfois aussi, c'est pour essayer de comprendre un phénomène, faire des prédictions. Par exemple, lorsqu'on fait des prédictions, par exemple la météo, la météo, en fait, on l'a prédit grâce à des calculs numériques. Ce ne sont pas des calculs qu'on fait à la main, par exemple. Et pourquoi est-ce qu'un algorithme, alors vu qu'on peut prédire, ne pourrait pas nous dire quand est-ce qu'on… C'est pas une blague en plus, il n'y avait aucune vanne là-dedans, c'est une question sérieuse. Pourquoi est-ce qu'un algorithme ne pourrait pas nous aider à prévoir le moment de sortie du confinement? Alors, en fait, c'est déjà le cas. Il y a des algos, il y a des traitements de données qui tournent pour arriver à définir d'une part le pic de l'épidémie et d'autre part, du coup, le déconfinement, à savoir quand est-ce que la courbe ça se suffisamment fléchit donc, pour pouvoir permettre aux gens de sortir. Cela étant dit, l'algorithmique, c'est pas une science exacte parce qu'elle introduit en fait des hypothèses, des conditions et puis une connaissance aussi de la réalité. Et comme vous le savez très bien, en fait, on a une connaissance quand même encore limitée d'une part des mécanismes de propagation du virus, mais aussi des symptômes et de ce que ça peut donner après. On se pose même la question aujourd'hui, est-ce qu'on peut rattraper, est-ce qu'on peut réavoir la maladie alors qu'on a déjà eu le virus? Enfin, voilà, c'est des choses, on va en savoir de plus en plus grâce aux médecins, aux scientifiques, mais c'est encore, voilà, on a une connaissance limitée par rapport à ce qu'on devrait avoir pour développer un algorithme efficace. Alors, ça se compte en semaines, en mois ou en années, là Calme-toi. Calme-toi. Te fais pas de mal. Il y a des dates qui sortent, mais après, voilà, c'est compliqué. Enfin, il paraîtrait de ce que j'ai vu, moi, des dernières données, que le pic serait autour je crois, du 15 avril pour nous. Et aux États-Unis, ils le font par État, donc ce serait pareil, je crois, pour la Californie. Et le pic, ça ne veut pas dire que c'est le déconfinement, ça veut dire que c'est le pic d'épidémie. Mais encore une fois, c'est très compliqué. Il faut prendre ça avec beaucoup de recul et puis prendre ça plus comme un élément pour nous aider à anticiper davantage qu'une prédiction stricto sensu. Voilà, on va dire ça comme ça. En fait, le coronavirus nous prouve tout simplement que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits et qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est ça, les algorithmes qui décident de la vie des gens, ça me rend complètement cher. Des chiffres qui définissent un être humain. On n'est même pas capable de se définir nous-mêmes. On ne sait même pas ce qui va se passer dans la demi-heure qui suivra quand on aura fini ici, même si on est en confinement. Et on a cette arrogance des êtres humains de vouloir contrôler tout et de contrôler les gens. On prend la liberté des gens au nom de la science. À chaque opportunité qu'il y a eu des crises comme ça ou qu'il y a eu des attaques terroristes, la réponse automatique des dirigeants de ce monde, c'est prendre notre liberté. Alors que nous ne sommes pas responsables de ça. Au lieu de travailler ensemble et de voir dans cette diversité humaine où nous sommes, le défi d'être être humain, c'est de vivre avec la différence de l'autre, de l'accepter tel qu'il est et de savoir que soi-même, on est complexe. Bien sûr, et c'est pour ça que moi je défends beaucoup les algorithmes, mais je dis aussi qu'il ne faut pas les prendre comme ça pour répondre à tous les problèmes, et qu'il faut surtout bien garder à l'esprit qu'un algorithme vous propose un élément de réponse et non pas une réponse. Et c'est très important, et c'est nous humains en fait qui gardons le contrôle de ce qu'on fait avec ces outils, de comment on les utilise et de qu'est-ce qu'on fait avec le résultat de ces outils. Et ça, c'est très 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 important. Et je pense que cette crise nous le dit, comme vous le dites Angélique, c'est-à-dire que c'est vraiment une crise aussi humaine.
C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a le niveau de confiance envers les scientifiques qui peut potentiellement diminuer, la confiance entre les gens, la confiance entre les États. Enfin, c'est un vrai sujet d'actualité, en fait, qui est davantage humain quand on réfléchit. Frédéric, tu voulais dire quelque chose, Sigrid? Oui, en fait, Aurélie, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Il y a de fortes chances d'ailleurs, mais en fait, c'est plus une projection sur ce qu'on pourrait faire ou ce qu'il pourrait advenir. Mais ce qu'on reproche beaucoup aux algorithmes, et c'est ce qu'on retrouve dans les propos d'Angélique, c'est surtout effectivement l'utilisation qui en est faite. C'est-à-dire quand c'est par exemple pour mettre certains politiciens au pouvoir, en évacuer d'autres, limiter les libertés individuelles ou ce genre de choses. L'algorithme en tant que tel, il est ni bon ni mauvais. En fait, c'est juste une. Voilà. Mais en fait, vous êtes le meilleur avocat des algorithmes en disant ça, c'est-à-dire que l'algorithme est un outil, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et que donc, c'est ce que vous allez faire avec qui est important. Et c'est d'autant plus important qu'en fait, on a tendance à rejeter la faute sur l'algorithme, mais on oublie en fait que d'une part, il y a des gens qui ont pensé à l'outil, des gens qui l'ont développé, les gens qui l'ont testé, les gens qui l'utilisent, et il y a beaucoup de gens qui utilisent des algorithmes parfois maladroitement ou avec des mauvaises intentions. Donc, c'est important de garder ça à l'esprit en fait. Et il y a aussi, moi, je ferai le parallèle entre, peut-être dans une seconde, je vais faire une parallèle entre l'algorithme et l'argent. Notre relation à ces deux choses. Ce sont des outils. Vous avez dit le mot exact. Ce sont des outils qui sont devenus une évidence et une vérité. Alors que ça met en danger l'humanité tout entière. Au jour d'aujourd'hui, il y a des compagnies qui se font des milliards de dollars sur des algorithmes qui mettent la vie des gens en danger. Et on est toujours là. Il n'y a aucune responsabilité. Il n'y a aucune… on ne peut pas… toi disant que mais c'est le monde dans lequel on vit, ce fatalisme, on dit on accepte, les algorithmes, c'est comme ça, l'argent tue chaque jour plus que n'importe quelle maladie, plus que le coronavirus. Et on est là, on n'a pas encore compris que le monde dans lequel on doit vivre, on doit le centrer autour de l'être humain, même aussi imparfait qu'il est. Ouais, je pense que vous avez entièrement raison, et c'est vrai que c'est d'ailleurs pour ça que moi je défends l'idée que si tout le monde comprend un minimum comment les algos fonctionnent, après, ils pourront avoir le choix des outils qu'ils utilisent. Et ça, c'est hyper important, en fait, parce on sous-estime le pouvoir qu'on a en tant qu'individu de choisir les outils qu'on utilise au quotidien. Il y a cette notion qui est très importante, qui est de savoir comment ça marche, puisque les algorithmes, qu'on le veuille ou non, sont présents dans beaucoup d'aspects de notre vie. Vous-même, vous avez travaillé sur de la médecine pour un média financier, donc c'est quand même des domaines extrêmement, extrêmement différents et on les retrouve dans tous les secteurs d'activité. Et c'est vraiment ce pourquoi vous militez, c'est de comprendre tout simplement comment ça marche pour déjà garder le pouvoir, c'est-à-dire et pouvoir défendre ses droits. Et d'ailleurs, je reprends ce qu'avait dit Frédéric avec cette petite blague sur le frigidaire en disant bah oui, je ne sais pas comment fonctionne mon frigidaire, bah, pour nous, c'est pas grave. Mais en fait, cette analogie, elle est bancale parce qu'en fait, oui, certes, vous ne savez pas comment utiliser votre frigo et à la rigueur, c'est pas très grave. Sauf que le jour où votre frigo ne marche pas, déconne, et qu'il le fait à répétition, là, vous allez vous dire, il faut peut-être que je me mette à comprendre comment ça fonctionne. Et en fait, c'est exactement pareil avec les outils. C'est-à-dire que les outils, tant que ça marche, on ne pose pas de questions, sauf qu'aujourd'hui, en fait, les outils peuvent diminuer notre liberté, notre libre arbitre. On a des gens, en fait, qui sont à la tête de ces entreprises qui peuvent utiliser à mauvais escient nos données. Et donc, à partir de ce moment-là, vous devez vous mettre dans une position de « OK, ça déconne, donc il faut que je me mette à comprendre ». Et là, on voit vraiment qu'Aurélie, vous êtes extrêmement optimiste dans la nature humaine, parce que moi, si ça déconne plusieurs fois, j'en rachète un, je ne vais pas chercher. Là, vraiment, comptez pas sur moi. Vous allez vous dire, pourquoi? Non, moi non. Je rachète Pardon, attendez. Aurélie? Mais en rachetant un, vous allez vouloir comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché dans le premier pour ne pas refaire la même erreur. Alors, vous avez tort. Bon, alors, on va pas faire un débat sur j'achète ou j'achète pas un frigo. C'est la pollution, là. Non, moi je peux comprendre comment ça fonctionne, réparer mon frigo, je garde. Merci, Angélique. Merci. Je vais essayer de continuer. Il y a une phrase que j'adore dans votre livre qui est l'ordinateur. Alors attendez, je l'ai perdu cette phrase maintenant. Voilà, l'ordinateur est profondément stupide et docile. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Donc là, on parlait de l'utilisation que les hommes peuvent avoir des algorithmes, mais il y a aussi ce que vous appelez les biais, c'est-à-dire qu'il y a derrière un algorithme, derrière un ordinateur, il y a aussi des êtres humains avec leurs biais socioculturels et chacun, et même les erreurs qu'ils peuvent faire dans la programmation. Il y a même des traducteurs, c'est-à-dire que vous faites du code, mais il peut y avoir des perditions d'informations dans la traduction qui est faite à l'ordinateur, qui lui fonctionne en binaire par des 0 et des 1. Et donc, c'est pas l'algorithme, on se trompe de cible. En fait, c'est vraiment l'humain
non seulement l'utilisation qu'il en fait, mais également la manière dont il le programme. Il faut vraiment voir que c'est tout un environnement humain autour de l'algorithme. Ouais, c'est très très important, comme vous l'avez dit, parce qu'on a des biais cognitifs dus à notre histoire, qui ont né notre langue, nos origines sociales, dans quel pays on a grandi, etc., etc. En fait, on a des biais cognitifs qu'on a tendance à transmettre à des choses qu'on conçoit. Ça peut être un texte, une image, une peinture, un objet tangible, et ça peut être aussi un algorithme. Et par exemple, le cas de biais algorithmique, j'appelle ça un biais algorithmique, qui est le plus connu, je pense, le plus symptomatique, c'est les premiers algorithmes de reconnaissance faciale qui ne reconnaissaient pas les peaux noires, parce que justement, ça venait d'un biais cognitif. Il y avait un biais dans l'algorithme qui ne reconnaissait pas les peaux noires parce que ça venait d'un biais cognitif des concepteurs qui étaient majoritairement, voire uniquement blancs. Et quand je dis ça, je ne dis pas que c'est leur faute. Je pense que c'est collectif par rapport à tout ça. Et que du coup, il faut prendre conscience de la pluralité du monde et d'agir en conséquence, autant dans la conception, dans le développement, dans le test que dans l'utilisation. Voilà. J'aurais tellement aimé que ma fille soit là pour parler de ça, parce que ma fille, elle a dit la même chose que vous venez de dire par rapport à la reconnaissance faciale. Elle a 27 ans. Elle a eu 27 ans le 29 mars. Et elle m'a dit, à force de lire et de faire des recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, le monde dans lequel nous vivons a été construit complètement par des Blancs. Donc, le monde doit être blanc forcément. Si tu n'es pas blanc, tu n'y fais pas partie. Et ça, quand tu as ta gamine qui te dit ça, ça te fout un coup de froid dans le dos. À 27 ans, qu'elle a compris que sa couleur de peau, moi, je l'ai compris quand j'avais 15 ans, quand j'ai appris l'existence de l'apartheid, alors que je grandissais dans une maison où mon père, ma mère me disait « l'être humain n'est pas une question de couleur ». Tout d'un coup, tu te dis « merde, quand je sors d'ici, je peux me faire tuer à cause de la couleur de peau ». Et c'est scientifique, scientifiquement, les biais racistes, la science a permis pendant des siècles le racisme dans lequel on vit aujourd'hui. On a beau être intellectuellement conscient de ça, mais la science ne nous fait pas sortir de cet enfer-là. Et en fait elle peut nous faire sortir parce qu'elle révèle des biais qu'on pensait avoir disparu. Et en fait, c'est pareil pour les biais sexistes, c'est pareil pour les biais aussi d'âge. On parle pas assez de l'âge, mais en fait, il y a une discrimination envers les personnes plus âgées et il y a une vitalisation du jeune et des choses comme ça qu'il faut essayer de fixer et on le fixera collectivement. On parle beaucoup d'intelligence artificielle actuellement, Aurélie. Est-ce qu'on apprend à une machine de la même façon qu'on apprend à un être humain ? En fait, pas vraiment. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que parce que la machine n'a pas la même logique, voilà. Donc on n'apprend pas de la même manière. Et par exemple, nous, on a des intelligences que la machine n'a pas. C'est l'intelligence émotionnelle et l'intelligence de situation. C'est-à-dire que si à une machine vous lui apprenez à reconnaître un chien sur une photo, et si demain vous lui demandez de reconnaître un chat ou un renard, la machine n'y arrivera pas. Parce que pardon, j'ai pas compris. Un chien, pardon, vous dites ? Si vous lui apprenez à reconnaître un chien sur une photo et que demain vous voulez qu'elle reconnaisse un chat ou un renard, il va falloir refaire un apprentissage, alors qu'en fait, chez l'adulte et chez l'humain, et on le voit même chez l'enfant fonctionne par analogie, c'est-à-dire que l'enfant qui va voir un chien pour la première fois va apprendre et comprendre que c'est un chien, et si demain il tombe sur un chat, mais il va comprendre qu'il y a un lien, il va peut-être faire l'analogie, il va se dire c'est un animal. Enfin voilà, il y a cette intelligence de situation que n'a pas la machine. Donc, on est encore loin des scénarios catastrophes de Arthur C. Clarke avec 2001 ou de Terminator avec les machines qui prennent le pouvoir. Ça n'arrivera pas. Je préfère je rassure Angélique, en fait, ça n'arrivera pas. Et que... Moi, je n'ai pas peur des machines, ça n'arrivera pas. Je vais passer la gueule dans la machine, je lui prends un coup de bâton. Non, sérieusement, ça ne peut pas arriver. Non, ça n'arrivera pas. La machine n'aura pas de conscience, de sentiments. Par contre, c'est l'humain derrière qui va la coder, c'est ça qui est important. Donc, tu as compris, Frédéric Sigrist. Voilà. Donc, les voitures sans conducteur, c'est pareil. Non, je m'en doutais. Hein. Tu sais, moi, depuis que la fin des temps a été annoncée par un pangolin, moi, franchement, c'est possible. Non, les machines, c'est fini. C'est le pangolin. Alors, on va rester sur l'éducation et l'instruction avec Frédéric Mathis, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Déjà, une réaction à tout ce qui vient d'être dit autour des algorithmes. Vous disiez que vous aimiez l'école. En tant qu'homme blanc. Je parle à Frédéric Mathis, pas à Frédéric Sigrist. Qu'est-ce que ça vous inspire qui a été dit par Aurélie, Frédéric ?
Oui, je suis pas beaucoup intervenu parce que j'écoutais et je trouvais Oui, ça bien très sûr. intéressant. Alors moi, il se trouve que j'ai fait, avant de faire ce que je fais aujourd'hui, il y a quelques années, j'ai fait des études d'informatique, donc C++, ça m'a parlé, même si c'est des vieux souvenirs et que je ne pourrais pas faire grand-chose aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant après, c'est le côté en fait de réflexion entre la fin et le moyen, quoi. C'est-à-dire l'algorithme est un outil. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans le cadre donc de l'école Être, l'école de la transition écologique, ce qu'on développe et ce qu'on a comme demande en fait de la part des jeunes et aujourd'hui aussi des moins jeunes, des gens en reconversion professionnelle, etc. C'est la question du sens. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on met derrière aujourd'hui nos activités, notre emploi, voilà, ce qu'on fait au quotidien. Nous, on est à Toulouse, ici, dans la patrie d'Airbus, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se demandent à quoi ça sert, sur quoi ils travaillent, quel sens ça a, et comment ça participe aussi à la construction de la société au sens large. Et on le voit actuellement avec la crise du coronavirus, c'est que depuis hier, là, il y a une mobilisation qui est lancée par Pôle emploi. Les métiers qui sont recherchés, c'est l'agriculture, c'est les énergies, donc c'est des métiers qui finalement sont traités, nous, depuis quelques années dans l'école de la transition écologique. Et en fait, ce sont des métiers qui sont essentiels en fait, à faire tourner et à faire vivre en fait notre société. Nous, le pari qu'on fait, c'est d'orienter ces métiers, ces compétences vers les questions de transition écologique. Alors justement, cette école, je le rappelle, 150 000 jeunes qui sortent sans diplôme chaque année. Vous en recueillez déjà au sein de cette école un certain nombre. L'école a été créée en 2017, l'école Être de la transition écologique, et donc vous les formez aux métiers verts, entre guillemets. Quels sont ces métiers d'avenir? Déjà, est-ce qu'on peut les lister? Ouais. Alors juste pour donc l'école existe depuis 2017, mais en fait c'est suite à un assez long processus puisque l'école a été créée par une association qui s'appelle 3PA. 3PA, ça veut dire penser, parler, partager, agir, qui a été créée en 2004. Et en fait le point de départ en fait de cette école, c'est moi je travaillais dans un foyer de jeunes, une maison d'enfants à caractère social et dans les quartiers politiques de la ville, pardon, de Toulouse. Et, euh, et j'ai découvert en fait les thématiques de transition écologique suite à la candidature de Pierre Rabhi à l'élection. Enfin, il n'est pas allé jusqu'à la candidature, mais en tout cas, sa volonté de se présenter aux élections présidentielles en 2002. Et du coup, la question que je me suis posée, c'était comment comment je peux travailler avec ces jeunes-là, à les sensibiliser sur ces questions qui me paraissent fondamentales et qui me paraissent toujours et qui me paraissaient à cette époque-là, parce que c'est des questions en fait éminemment politiques. Aujourd'hui, on se pose les questions du monde d'après, euh, voilà, de comment on va aussi orienter ces questions-là et comment on pourrait être dans une réflexion un peu globale sur ces questions de lutte contre le changement climatique qui pourrait aussi permettre de travailler sur ces questions de crise. Et donc, au départ, en fait, le travail qui a été fait de sensibilisation avec ces jeunes-là, c'est vrai que bon, on était en 2003-2004. Bon, c'était pas vraiment leur sujet de prédilection, c'était pas vraiment les sujets qui les intéressaient beaucoup. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la, la déconnexion, la dissension entre la fin du monde et la fin du mois. Eux, c'était vraiment les questions de fin du mois qui les intéressaient. La fin du monde, c'était très loin. En plus, on en parlait très peu dans les médias encore à l'époque, et donc ça parlait pas. Et du coup, dans ces quartiers à Toulouse, etc., les jeunes me disaient, bon, ça ne nous intéresse pas trop, etc. Et donc, moi, étant originaire de la campagne toulousaine, hein, on habite à 40 km au sud-ouest de Toulouse, dans le plus beau village du monde, qui s'appelle Poucharamé. Voilà, c'est dur à dire, mais Poucharamé, voilà, c'est un très c'est beau quoi village. le gentilé des gens de Poucharamé? Comment on vous appelle Les les Pouches? Poucharamétois et les Poucharamétoises. Très bien. Voilà. Bon, Ouais. C'est un peu décevant quand même, parce que le nom, il était super classe, et là, vous avez juste rajouté toi et toise à la fin. Moi, j'attendais mieux. On va trouver quelque chose. un truc plus sophistiqué. Et donc, cette Et école. du coup, l'idée, ça a été de dire, en fait, en gros, j'ai pris un minibus et j'ai pris des jeunes et on est parti à la campagne ensemble. Et on a commencé à travailler la terre, à travailler la construction, etc. Et en fait, le déclic, pardon, le déclic a été assez fort et assez rapide.
puisqu'on s'est retrouvé avec des jeunes en fait, qui trouvaient du sens à ce qu'ils faisaient, qui, dans un esprit constructif, souvent je dis on est né, on a grandi plutôt, quand on est en ville, on a grandi hors sol. Et en fait, cette reconnexion quelque part, alors sans faire de psychanalyse, à la terre et au sol et à faire des choses en fait concrètes et utiles directement, ça a pris beaucoup de sens. Et en fait, il y a beaucoup de jeunes qui, suite à une semaine ou 10 jours avec nous, nous ont dit ben, moi j'aimerais aller plus loin, j'aimerais apprendre à faire ce métier-là, j'aimerais devenir agriculteur, j'aimerais devenir constructeur de maisons en terre, je voudrais, etc., etc. Et donc petit à petit, on a construit des outils de formation, hein, des différentes thématiques jusqu'à 7. Et en 2017, donc comme je disais, on a cette jeune qui nous a dit en fait, ce que vous avez fait, c'est créer une école pour les jeunes qui n'aiment pas l'école. Et donc, c'était un peu le pied de nez. Et donc, on est quand même toujours, cette école, elle est au centre donc, de l'association 3PA, qui a une espèce d'écosystème, puisqu'autour de ça, on a des activités autour de l'alimentation, autour de la culture, autour des questions aussi d'accompagnement sur les métiers, etc. Et donc, pour répondre à la question, parce que je parle pas beaucoup, mais quand je commence à parler, c'est… Alors, quels sont ces métiers verts, ces métiers d'avenir ? Alors, en fait, dans les métiers, alors, il y a deux choses. Nous, c'est la question du sens, déjà, donc c'est assez large. Mais dans les métiers verts tels qu'ils sont définis aujourd'hui par nos amis de Pôle emploi et du ministère, on parle de deux types de métiers. Il y a les métiers verts, donc c'est les métiers qui sont directement liés aux questions de protection, de mesures, etc., autour de l'environnement. Donc, on va avoir tout ce qui est autour de l'eau, tout ce qui est autour des gardes forestiers, etc. Donc, c'est aujourd'hui assez peu d'emplois, même si c'est des emplois qui sont en fort développement, puisque aujourd'hui, la dépollution des eaux, c'est une thématique qui est très, 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 très importante. Et d'un côté, donc ça, c'est les métiers verts. Et de l'autre côté, les métiers verdissants, qui eux, pour le coup, sont beaucoup, beaucoup plus importants. Alors, c'est comme Pouchard-Métois, c'est pas très joli comme mot. Donc, les métiers verdissants, c'est tous les métiers en fait qui prennent des nouvelles briques de compétences du fait de la prise en compte de la transition écologique. Donc, les plus connus, ça va être l'agriculture avec l'agriculture bio, ça va être le bâtiment avec la prise en compte des nouvelles mesures sur les énergies, etc. Les énergies renouvelables, évidemment. Et voilà, donc tous ces métiers qui sont en fort développement et qui demandent ces nouvelles compétences. À terme, nous, ce qu'on espère et qu'on pense, c'est que tous ces métiers seront verts demain. C'est-à-dire qu'il faudra prendre en compte en fait toutes ces thématiques pour… Et alors, tous ces jeunes qui n'aiment pas l'école, vous les recueillez pour les former, pour les mettre en apprentissage, des CAP et autres types de diplômes. S'ils n'ont pas aimé l'école, comment vous faites pour les intéresser à l'apprentissage ? Vous avez des techniques totalement différentes ? Alors, oui, c'est je ne peux ça pas le vous but, en hein. parler parce que ce n'est pas légal. Mais ce que Frédéric m'a dit On est à la campagne. par rapport à ça, moi, ça me touche beaucoup parce que quand moi j'ai commencé ma fondation en 2006, j'étais partie pour sortir les filles, les invisibles, les filles qui sont dans les villages les plus reculés où personne n'a envie d'y aller parce qu'il n'y a pas de route. Et je me suis dit, comment je peux le faire? En tant qu'Africaine, je comprends le défi des zones rurales. Et donc, j'ai commencé en me disant, je vais leur offrir les uniformes, les livres, les cahiers, tutorat, mentorat et un repas par jour parce qu'elles sont très, très pauvres. Et je me rends compte que même en faisant tout ça, j'avais envie d'aller plus loin. Je me suis rendu compte en étant dans le sud de l'Égypte, dans un village qui s'appelle Arba Mench, je me suis rendu compte que quand je donnais la scolarité qu'on devait donner à l'école, je donnais cette scolarité à la mère et qu'elle paye en retour. Elle a un travail, on la forme à avoir un commerce. La fille réussit beaucoup plus parce qu'on réinstalle la mère dans son rôle de parent et il n'y a plus trop de différence entre la mère, il n'y a pas de conflit de génération. Et je me suis rendu compte aussi que ce n'est pas seulement l'école avec les livres qui font changer les gens. Parce que ces jeunes filles-là, au cours primaire déjà, elles ont de mauvais profs. Elles ne sont pas au niveau. Quand elles arrivent au secondaire, au lieu de leur donner confiance, on les écrase encore plus. Donc, ma deuxième étape a commencé en 2016 parce que tout le monde m'avait dit au départ, Angélique, tu vas échouer parce que le secondaire, il y a beaucoup d'échecs. Ma réponse a été, si c'est facile, pourquoi se déranger?
Donc, j'ai commencé à faire, ma deuxième initiative a été de m'approcher d'une organisation qui s'appelle Population Council. Ils avaient développé une technologie qu'ils utilisaient au Guatemala pour comprendre la raison pour laquelle les adolescents partent de cours secondaires. Donc, j'ai fait une levée de données dans 2 villages au Bénin. Je me suis dit, je vais me concentrer au Bénin sur 2 villages. Si on réussit, on pourra le faire partout. Et qu'est-ce qui sort de cette levée de données? D'abord, les jeunes filles voulaient un endroit où elles étaient en sécurité. Les raisons pour lesquelles elles ont échoué, la première, c'est qu'elles n'arrivaient pas à suivre les cours et elles avaient trop honte de passer pour les tarés de l'école. Donc, elles sont parties. La troisième raison, c'était qu'elles étaient orphelines. C'était le père ou la mère qui les tenait à l'école. Il n'y avait plus ce soutien, elles s'en vont. Certaines sont tombées enceintes, elles sont devenues mères. Certaines étaient sur le point de se marier. Et je leur ai posé la question en disant, qu'est-ce que vous voulez de moi? Qu'est-ce que je peux vous offrir? Elles ont dit, on a envie d'être des entrepreneurs. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'idée de tout le temps mettre les gens à l'école, il faut faire les deux. Il y a plusieurs formes d'éducation qu'on oublie tout souvent parce que c'est les diplômes. Les diplômes, à la fin, si tu n'as pas un boulot, tu ne sers à rien. Et mes jeunes filles, en 2016, elles m'ont dit, notre première entreprise qu'on a envie de faire, c'est de fabriquer du savon. Je dis, mais du savon, mais ça ne va pas, non? Je vous donne de l'argent pour faire du savon. Leur réponse a été celle-ci. Chez nous, pour aller acheter le savon, il faut faire des kilomètres pour aller à la ville à côté. Et quand on revient, on se pose la question. On se lave, on lave la vaisselle, on lave le linge. Donc, c'est une question de santé pour nous. C'est une question de fierté qu'on puisse sortir de chez nous avec des vêtements propres et propres sur nous. Je dis, allez-y. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec ces filles dans les villages avec du Covid-19? C'est elles qui vendent le savon dans leur communauté. C'est-à-dire que la distanciation qu'on demande, l'Afrique est large, on ne vit pas les uns sur les autres. Leurs parents, leurs cousins ne vont pas aller de la ville pour aller chercher et choper le coronavirus. Ce savon solide et liquide qu'elles font est là pour que les enfants se lavent les mains et contenir le coronavirus. Donc, moi, je dis toujours, l'éducation, quand on parle d'éducation, il faut parler des éducations. Il y a plusieurs éducations qu'on peut faire. Il ne faut pas limiter le cerveau humain qu'à l'école. Alors ça, c'est Aurélie. La fondation d'Angélique Kidjo, Batonga, c'est qu'elle donne des bourses aux enfants, aux jeunes filles, mais elle forme aussi les enseignants. Donc, eux aussi peuvent bénéficier d'une aide pour s'améliorer et pour transmettre un savoir concret qui fait qu'on n'est pas juste dans une posture de faire des fondations. Non, c'est concret, ça aide. L'Afrique va s'élever grâce à cette éducation qui est transmise à ces jeunes filles. Et c'est hyper important et c'est fou de voir comment chacun à votre niveau, que ce soit Frédéric ou Angélique, ou même Aurélie, vous créez une forme de système éducatif moderne et qui est l'école de la vie, en fin de compte. C'est ça qui fait la différence quand... Tout à fait d'accord. Les chiffres, il y a un enfant sur 5 dans le monde qui ne verra jamais une éducation quelle qu'elle soit, dans une école, une formation professionnelle. Un enfant sur 5, c'est énorme. Il faut quand même se rendre compte. Et c'est fondamental. Et surtout, quelque chose de très important aujourd'hui, c'est que l'éducation, en fait, elle est continue. C'est-à-dire que vu que les choses vont tellement vite, qu'il faut trouver des solutions rapides à des problèmes parfois complexes et qui nous viennent dessus qu'on n'avait pas anticipé, qu'en fait, les gens vont apprendre tout le temps dans leur vie. Et du coup, je crois qu'on est en train de revoir la manière dont on apprend. Et en fait, l'éducation, c'est pas le diplôme, c'est pas l'école, c'est au-delà même. Pardon, Angélique, pardon. Je voulais juste parler de cette tyrannie du diplôme, en fait. Il y a une tyrannie du diplôme, j'ai l'impression, qui aujourd'hui a tendance à... C'est très français. Qui a tendance à parfois limiter les capacités des gamins. C'est ce que je voulais voir avec vous, Frédéric. Comment est-ce que vous leur donnez goût de nouveau à l'école et à l'apprentissage, alors que, au final, ils n'ont pas aimé ça? Oui, effectivement, je pense que cette tyrannie du diplôme, elle existe et elle est bien réelle. Et notamment chez des jeunes. Nous, on a de plus en plus de jeunes qui sont ce qu'on appelle dans le cadre de phobiques scolaires, en fait, hein, qui s'évanouissent, mais vraiment physiquement quand ils arrivent devant l'école. Il y a trop de pression. Il y a beaucoup de pression et beaucoup de pression sur ça. Et je pense que la question aussi qui a peut-être été beaucoup
mise en avant et on voit bien aujourd'hui la limite d'ailleurs dans la crise qu'on traverse, hein, la limite qui a été de décorréler ou de dissocier en fait les savoirs intellectuels et les savoirs manuels, et de dire en fait on mise tout en fait sur l'intellectuel, sauf que il y a des gens à qui ça parle pas, des gens à qui ça n'intéresse pas, et du coup aujourd'hui de la nécessité, de l'impérieuse même nécessité de redévelopper en fait ces métiers manuels. Ce qu'il y a, c'est qu'on a tellement passé de temps en fait à dévaloriser ces métiers-là, à dire que c'était des métiers ingrats, que c'était des métiers salissants, que c'était des métiers, etc., que aujourd'hui, quand on est arrivé au départ à dire, en fait, la question que vous m'avez posée, c'est quoi ces métiers-là? Alors on va dire agent de déchetterie, on va dire installateur de panneaux solaires, on va dire maçon, on va dire, etc. Et donc la première réaction des partenaires, hein, puisqu'on travaille beaucoup on travaille beaucoup de partenaires, ça a été de dire, ouais, non, mais les métiers manuels, ça n'intéresse pas les jeunes. Sauf qu'en y remettant du sens, et notamment un sens politique, celui de la transition écologique, et en revalorisant en fait ces jeunes et ce qu'ils font, parce qu'aujourd'hui, quand on va faire un chantier dans une commune autour, et que les habitants, que ce soit les néo-ruraux ou les bobos toulousains, etc., qui viennent demander des conseils à ces jeunes-là, en fait, ils se retrouvent quelque part pionniers de la transition écologique sur des métiers, des techniques et des compétences fondamentales. Et encore une fois, on le voit aujourd'hui, c'est de ces métiers dont on a d'abord besoin. Le reste, c'est très important. Et il ne faut pas, à mon avis, dissocier le technique et l'intellectuel, parce que l'un peut nourrir l'autre. Et aujourd'hui, avec la transition écologique, je pense qu'on arrive à ça. C'est-à-dire que la nécessité de relocaliser l'économie, ce que Angélique a dit aussi sur ces métiers-là, nous on voit de plus en plus de jeunes qui nous disent on a un besoin, on en a envie, est-ce qu'on peut créer notre entreprise? Et en fait, Ils veulent participer tout simplement à la société. Quand on leur absolument. dit qu'ils ne peuvent pas, il n'y a pas d'âge pour participer. La Tout à fait. connaissance, le savoir, ça n'a pas d'âge. On vit dans un monde qui a été formé juste uniquement pour ça. Et moi, ça me dérange énormément. Et surtout quand ça concerne mon continent. Combien de fois, combien d'organismes sont en Afrique en train de se dire on sait mieux que les Africains ce qui fonctionne pour eux. Absolument. Je dis, mais non, vous n'avez rien compris. Moi, quand j'ai été appointée ambassadrice de l'UNICEF en 2002, le premier voyage que j'ai fait, c'était en Tanzanie. Ça a été une baffe que j'ai pris dans la figure. Les gens n'ont plus confiance en rien. Ils te disent toujours, les Blancs, ils arrivent avec leur 4x4, ils nous traînent comme des chiens, ils nous jettent et c'est moi, je passe mon temps à leur dire, mais non, il ne faut pas généraliser. Ne dites pas les Blancs. Il y a des gens avec lesquels vous pouvez travailler, passer au-delà de la couleur de peau, poser des questions. Mais ils n'ont même pas cette opportunité-là. Moi, quand j'ai commencé, ça a été clair. Tous les partenaires que j'ai eus, c'était les partenaires locaux dans les pays. J'ai commencé avec une seule employée parce que je ne voulais pas que l'argent serve à payer des grands bureaux. Il n'y a pas longtemps que j'ai engagé 4 personnes. Au jour d'aujourd'hui, au Bénin, dans les 2 villages où je suis, j'ai créé 100 000 emplois par rapport à ça parce que j'ai besoin de mentors, j'ai besoin de clubs, j'ai besoin de gens qui puissent travailler avec les enfants en les écoutant. J'ai décidé de faire de 16 ans à 26 ans. Cette année, j'ai commencé de 10 à 26 ans et on a fait le curriculum par tranche d'âge parce que les jeunes filles à partir de 8 ans, on sait que dans 2-3 ans, elles auront leurs règles, elles seront mariables. Sortons-les de cette logique-là. Mettons-les à travailler pour leur donner la confiance et qu'elles comprennent que leur corps leur appartient. Et quand je dis ça dans les conférences mondiales, tout le monde me regarde parce que c'est devenu un business. Moi, je dis, je ne suis pas là pour faire du business. Je suis prête à travailler avec qui que ce soit qui nous respecte, nous les Africains, et qui écoute ce qu'on a envie de dire. Nous avons les solutions pour nos problèmes, travaillons ensemble et mettons nos ressources ensemble. Et ce que je dis, c'est comme si j'étais en train de leur mettre un fusil sur la tempe. Personne ne veut entendre parler parce que tout le monde veut être la personne qui a sauvé l'Afrique. Je n'ai pas besoin de nous sauver, on peut se sauver nous-mêmes. Ce qui ressort de ce que dit Frédéric et de ce que dit Angélique, c'est aussi la valorisation du geste, de l'expérience, parce qu'on parle des Africains, ils savent très bien, mieux que quiconque, comment se passent les choses chez eux d'un point de vue culturel, social. Ils sont de là-bas. Et ce que vous faites, Frédéric Mathis, c'est aussi revaloriser le geste. Et en préparant cette émission, Aurélie, c'est ce que vous me disiez, c'est que les machines ne remplaceront jamais l'expérience de ce fameux geste. C'est qu'à un moment donné, l'artisanat, il y a une précision, il y a l'expérience et c'est même la transmission qui se fait de génération en génération.
Ouais, l'artisanat, c'est quelque chose qui, pour moi, va exploser dans le bon sens du terme, pour plein de raisons. Déjà parce que on est à la recherche de sens, même en tant que consommateur, déjà. Donc, on a envie d'avoir un beau produit, on a envie que ce produit ait de l'histoire. Et c'est vrai qu'en termes de technicité, en fait, le geste, il y a un geste qui n'est pas que mécanique, il y a un geste qui est dû à une histoire, à une sensibilité, et que du coup, l'artisanat, en fait, a une longueur d'avance par rapport à tout ce qui est automatisation, machinerie. Et même pour aller dans l'artisanat, même par exemple la peinture, enfin, le fait de faire une peinture, un peintre artistique, un peintre aura toujours en fait le geste et une sensibilité et un process intellectuel ou sensible dans sa peinture qu'une machine n'aura pas. Et donc pour moi, c'est la différenciation, elle est forte et elle va être encore plus forte. Je voulais juste dire une petite confidence, parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire que les gens qui ont fait des études, c'est des gens qui aimaient l'école. Et moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai aimé l'école qu'à partir de ma première année après le bac. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut juste le dire parce que moi, j'aimais pas trop l'école en fait. C'est-à-dire que j'avais une bonne note, j'étais une bonne élève et que j'avais des bons résultats parce qu'en plus, ça faisait plaisir à ma famille, à la maîtresse ou le maître. Mais en fait, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Voilà, je le dis parce que je m'ennuyais beaucoup et que je me dis que si j'avais eu des difficultés à l'école, ça aurait pu être catastrophique parce que justement, je n'aimais pas Et moi, l'école. je pense à tous ceux qui se faisaient charrier à l'école parce qu'ils étaient bons en sport. On leur disait, tu feras rien, tu as 18 en sport, mais tu es plus partout. Et aujourd'hui, on est confinés, on passe notre vie devant des vidéos de profs de yoga, de profs de… Donc, comme quoi, il n'y a pas de sous-métier. Et c'est ça qu'il faut aussi dire à ces jeunes. Culturel, hein. Ça, c'est culturel parce qu'aux États-Unis, par exemple, le sport est beaucoup plus valorisé dans Ah l'éducation bah ouais, en France, avant et après. Ouais. Ça, c'est très Mais français. juste pour Frédéric réagir Macron. pour réagir là sur l'histoire de l'artisanat, il y a un petit détail, mais hier il y a eu un article très bien, je pense, parce qu'en plus ça parle de nous aussi, mais, mais pas que, non, sur le magazine ouzbek Erika, Ah oui. par Hélène Le Ténault, sur cette question-là de l'après-crise. Je pense qu'effectivement, de toute façon, les besoins aujourd'hui d'artisanat, de métiers manuels, etc., va de toute façon exploser dans les semaines, les mois, les années à venir. Le problème qu'on a, c'est que on est déconnecté. On a désappris en fait en 2 ou 3 générations euh, à planter une tomate, à construire sa maison. Et donc tout ça va devoir être réappris. Et pour être réappris, alors là je ne vais pas faire de publicité pour ce qu'on fait, mais je pense que les initiatives comme ça de formation où on peut remettre en avant, parce que je pense qu'après les systèmes plus conventionnels peuvent aussi décider de dire que cet apprentissage par le faire, cet apprentissage des choses manuelles, du sport, etc., en fait, tout ce qu'on a dit, et de plus le décorer de l'intellectuel, ça peut être un choix aussi collectif qu'on fait et qui sera et qui est nécessaire. Et encore une fois, on le voit aujourd'hui, quand le ministre est obligé de faire appel à la main-d'œuvre bénévole pour répondre aux problématiques d'agriculture. Enfin, nous, on est en plein territoire d'agriculture. Les problématiques de main-d'œuvre, elles ne datent pas de la crise du coronavirus, quoi. Sigrist, tu voulais dire quelque chose? Oui, parce qu'en fait, en ce moment, on est confiné, on a le confinement des corps, mais je trouve qu'il y a un encadrement des idées et même de l'éducation depuis des années et qui pose problème. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit que l'éducation, on dit que c'est de tel âge à tel âge, avec un cursus, surtout en France, avec un cursus, voilà, qui veut dire qu'à partir du moment où on est sorti de la fac, on doit se lancer dans la vie active et il n'y aurait plus de fenêtre pour apprendre. Alors qu'en fait, l'adaptabilité et l'adaptabilité au réel, c'est-à-dire à ce qui se passe, c'est aussi une preuve d'intelligence. Et par exemple, là, on voit qu'on a décidé durant ce confinement de favoriser les grandes surfaces. Alors on dit, vous avez le droit d'aller dans des grandes surfaces, voilà, vous gardez vos distances de sécurité. Et on a interdit les marchés en plein air parce que à Paris, dans certaines villes, on a vu voilà, des gens qui se regroupaient, etc. Mais c'est un choix, mais est-ce que c'est le bon? Parce que tu as aussi plein de maraîchers qui, très très vite, bien plus vite que les autorités officielles françaises, ont pris la mesure de ce virus, ont créé des zones barrières, créé des solutions alternatives de paniers avec une agriculture locale livrée directement chez les gens. Moi, mon beau-frère qui élève des agneaux près de Carcassonne et tout ça,
tout son carnet de commandes s'est écroulé d'un coup. En fait, avec les villages de la périphérie à pied, ils se sont arrangés pour mettre en place un système de consommation locale. Et en fait, on se rend compte que finalement, tous ces gens qui échappent un petit peu au poste, à la hiérarchie de grandeur dans les métiers, tous ces gens qui sont sur le terrain, qui sont éleveurs locaux, voilà, qui ont fait leur maison, qui font un potager ou ce genre de choses, ont réussi à s'adapter beaucoup plus rapidement que les citadins qui eux, du coup, vivent très très mal ce confinement parce qu'on se retrouve dans un endroit qui est finalement beaucoup trop petit parce qu'on paye des loyers horriblement chers, mais pour des lieux qui sont trop petits. On ne peut pas sortir, on ne peut pas faire de sport, etc., etc. Et on en vient à se dire, oh merde, celui qui faisait du sport, celui qui effectivement était parti élever des chèvres au fin fond, lui, il a raison et il a réussi à s'adapter beaucoup plus rapidement à ce virus que moi. Donc, je trouve que derrière cette crise, il y a aussi une grosse remise en question de tout ce qu'on estime être la modernité et le progrès. Est-ce qu'on est véritablement, là, chez nous, devant son ordinateur, en visioconférence, au pinacle du progrès? Eh bien, peut-être pas. Et je trouve que c'est l'occasion de remettre ça en question et aussi toutes ces idées d'éducation. Est-ce que ça s'arrête à un certain âge ou est-ce qu'on pourrait s'adapter? Moi, j'adorerais, par exemple, maintenant, apprendre à construire une baraque, à aller faire du jardinage ou ce genre de choses, alors que pourtant, j'ai un métier de comédien. Et voilà, mais c'est des choses que j'aimerais bien avoir la possibilité de faire sans être pris à la gorge par maison à payer, nécessité de… Voilà. Moi, avec le confinement, je vais faire mon potager. Parce que ça fait longtemps que je voulais le faire, j'étais jamais à la maison, je n'avais jamais le temps. Donc, je vais faire mon potager, j'ai un grand jardin, je vais planter mes herbes, mes légumes, ma tomate et tout. Et ça, le coronavirus, qu'est-ce que ça nous prouve, moi, en parlant de l'éducation? C'est-à-dire que l'éducation n'a pas été suffisamment flexible. On n'a pas pris en compte la façon d'apprendre différente. On a fait un modèle pour tout le monde. Et chaque être humain est unique. Et ça prouve tout simplement que le système que nous avons mis en place a oublié ce qui est le plus important, l'être humain. Et l'argent, on a fait une société sur laquelle c'est le profit qui passe avant tout. On est en train de parler en ce moment de payer ceux qui ont des actionnaires de Vivendi. On est encore en plein milieu du coronavirus en train de parler d'argent. Alors que le coronavirus, tu ne peux pas avoir d'effet là-dessus. On respire mieux. C'est-à-dire que le coronavirus, tous les documentaires qu'on a fait sur la planète qui est en train de mourir, le coronavirus vient de nous prouver que si on restait chez nous et qu'on utilisait moins de voitures, tous, autant que nous sommes, nous pouvons aussi alléger la nature. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle il faut réfléchir. Les technologies, c'est une chose. Mais après le coronavirus, une fois qu'on sera sorti d'ici, est-ce qu'on va apprendre à se respecter les uns les autres, à vivre ensemble et à prendre des décisions courageuses qui vont peut-être impacter notre vie de privilégiés que nous sommes, et être en mesure de partager avec tout le monde ce qu'on a. Et ça, c'est la question dont je ne vois pas du tout le début de solution, du tout dans les discussions, à la télé, chez les dirigeants. Tout le monde est toujours, on va remettre l'économie sur place pour recommencer comme avant. Non, on ne peut pas. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant à l'issue de ce confinement, c'est j'ai l'impression en tout cas je l'avais dit récemment dans une interview, c'est que j'ai l'impression en fait qu'on prend davantage conscience des relations d'interdépendance entre nous dans la société. C'est-à-dire que même si on savait pertinemment que derrière notre pomme de terre ou notre carotte, il y a un agriculteur qui a travaillé, que même lorsqu'on va dans le supermarché, il y a une caissière qui travaille, on n'avait pas réalisé vraiment l'importance de cette relation d'interdépendance et qu'à travers ce confinement, on réalise encore davantage parce qu'on est seul face à notre potager, à notre ménage, à nos enfants. Il faut faire l'enseignant, faire en même temps la nounou, faire le jardinier, s'occuper du ménage, faire les courses, tout ça. Et qu'en plus, on réalise que nos agriculteurs, c'est grâce à eux qu'on a des choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis peu de temps, on consomme plus français qu'avant. Voilà. Et ça coûte plus cher. Pardon ? Et ça coûte plus cher. Oui, alors ne parlez pas tous en même temps parce que sinon… pardon. Oui, pardon Aurélie, allez-y, continuez. Non, je vous en prie. Non, mais c'était juste que si on est dans le terme de l'éducation, c'est vrai qu'on apprend aussi peut-être à vivre différemment. Alors après, moi, c'est vrai que pour le coup, j'espère qu'on va garder peut-être une partie de ces habitudes, en tout cas de ces prises de conscience d'indépendance les uns des autres. Mais j'espère, mais on va voir. Ça, je vous sens pas très optimiste là-dessus, Frédéric. La question après, je pense pour revenir à ça,
c'est aussi la préparation au monde d'après, quelque part. C'est-à-dire que peut-être que, je pense et j'espère, moi, que en tout cas, des choses vont naître ou en tout cas se développer grâce à cette crise, d'en faire une opportunité pour la suite. On peut toujours rêver. Mais le fait est que même si demain on disait on veut reconsommer local, on veut redévelopper la production locale, etc., on n'est pas prêt. On n'a pas pris le temps en amont de former et de faire aimer ces métiers aux gens concernés. Juste après, pour répondre à Frédéric Seca, non, moi aussi, Sigrist, juste pour lui dire qu'il a dit qu'il voulait apprendre à construire une maison. Nos formations, elles sont ouvertes aussi. Hein, donc, Voilà. Avec ça, tu t'es fait avoir Dès que le confinement est levé, je viens vous voir. Je viens vous voir. Non, mais n'empêche, en ligne. pour la petite anecdote, juste pour revenir sur l'école, nous, on fait beaucoup de visites de gens qui travaillent dans ces secteurs-là. Et notamment, on a des maraîchers qui font du maraîchage bio en panier, etc., comme on a parlé. Et en fait, c'est des anciens ingénieurs Airbus, météo, etc., qui ont fait un burn-out ou des choses comme ça et qui, du coup, se reconvertissent dans ces questions-là pour redonner du sens. Et en fait, c'est hyper intéressant avec nos jeunes qui, eux, sont sortis de l'école à 16 ans, qui ont décroché à 13 ans. Voilà. Aline, est-ce que tu avais d'autres choses à voir? Déjà, oui, je voulais rappeler quand même que Angélique Kidjo, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, souvenez-vous, elle nous a tous émus en 2018 sous l'Arc de Triomphe à Paris lors de la commémoration du centenaire de l'armistice où elle a rendu hommage aux troupes coloniales devant 70 chefs d'État et des millions de spectateurs. Et aussi, je me souviens surtout du visage de Trump qui était un petit peu dépité. Donc ça, non mais voilà, Angélique, c'est une artiste qui a consacré pratiquement toute sa carrière, toute sa notoriété en tout cas, à ce combat qu'elle a hérité de son père, c'est ce que je disais au début. Et Angélique, corrigez-moi si je me trompe, mais dans votre livre intitulé « La voix est le miroir de l'âme », vous évoquez votre père justement, qui a dit qu'éduquer les femmes peut anéantir les guerres et enrayer les épidémies. Donc, c'est quand même pas anodin avec ce qui se passe aujourd'hui. Je me demandais ce que ça vous inspirait, puisqu'on est dans une pandémie, on est en train de lutter mondialement contre ce virus. Et votre père avait quelque part déjà parlé de la force de l'éducation qui pouvait enrayer les épidémies. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, aujourd'hui, Angélique? Moi, je dis toujours que mon père était un visionnaire. Il a été le seul fils de sa mère. Ma grand-mère n'a jamais su lire ni écrire, mais elle avait compris très tôt que l'éducation était la seule façon pour que son fils puisse avoir une vie meilleure. Et mon père a récupéré, a rétrocédé tout ça sur tous ses enfants. Et moi, je le vois avec Batonga. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Notre stratégie pour lutter contre le Covid-19, c'est utiliser le savon que préparent les filles aujourd'hui, qui sont dans les zones les plus reculées, où personne, on peut pas faire du confinement dans ces endroits-là. Donc, moi, mon père disait toujours, votre mère est mon partenaire, je ne déciderai jamais ce qu'elle dira, parce que quand je sors de cette maison, je sors en paix avec moi parce que je suis conscient et j'ai confiance au fait que votre mère prendra toujours la bonne décision. Et il nous disait toujours, une femme, c'est le centre de l'humanité. Parce que c'est la femme qui donne naissance à des garçons et des filles et aux filles, et c'est elle qui nous éduque. Et la femme, elle est prête à donner sa vie pour que l'humanité survive. Et c'est dans cette optique-là, en voyant sa mère faire, sa maman a souffert énormément, n'ayant pas été à l'école, ne voulant pas se marier avec un autre membre de la famille de son mari qui est décédé, elle s'est retrouvée isolée, complètement sans aucun soutien. Donc, quand tu es un garçon, quand tu grandis en voyant comment ta maman elle se bagarre pour que tu aies une vie meilleure, il le dit toujours, les femmes sont plus fortes que les hommes. Et qu'un homme qui s'appelle un homme, qu'est-ce qui fait un homme, mon père disait? Ce qui fait un homme, c'est un homme qui accepte son côté féminin autant que son côté masculin et qui ne pense pas qu'il a toutes les réponses. Et que quand on épouse une femme, c'est un partenaire de vie, ce n'est pas une relation de pouvoir. Exact. Elle a dit le pouvoir n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, au contraire, c'est la liberté, c'est l'acceptation de l'autre. Et les femmes, quand il y a des pandémies, quand il y a des maladies, quand il y a des guerres, c'est elles qui tiennent les sociétés ensemble. Et ça, c'est quelque chose que je refais à travers ma fondation Batonga, en prenant des mentors femmes et aussi en mettant aussi des hommes, parce qu'il y a des hommes qui travaillent avec moi. Je suis consciente du fait que
pour régler les problèmes des violences faites aux femmes, des mariages précoces, tous les problèmes que nous avons, nous les femmes, on a besoin d'hommes à nos côtés. On a besoin d'hommes qui comprennent que nous ne sommes pas un danger pour eux. Nous sommes des partenaires que pour vivre dans un monde meilleur, nous avons besoin d'une cohorte d'hommes qui pensent de la même façon que nous pour qu'on puisse avancer. Et c'est ça, j'aimerais trouver des hommes comme mon père autour de moi, autour de Batonga, et là où on discute qu'après le confinement, que ces hommes n'aient pas honte ni peur de dire nous, on veut un monde meilleur, on veut que les femmes soient protégées et soient mises en valeur parce qu'on doit être, on est là pour aider tout le monde, on n'est pas là pour que le monde s'écroule, on est là pour que le monde soit un et entier. Aurélie, pendant qu'Angélique parlait, je vous ai vu évidemment être d'accord avec ça. On le disait tout à l'heure, être une femme au milieu d'hommes, ça a été votre quotidien pendant longtemps dans le ouais. Et c'est vrai, je suis très sensible à ce que dit Angélique parce que moi, j'ai été élevée par mes grands-parents depuis l'âge de 2 mois et mon grand-père était un féministe et me l'a transmis. Et je pense qu'on n'imagine pas à quel point l'éducation fournie par ses parents et la vision du monde qu'on reçoit de son papa et de sa maman, de ses parents de façon générique, est fondamentale. Fondamentale dans la manière dont on doit voir le monde. Et je pense que si j'ai réussi à faire ce que j'ai fait, c'est aussi et surtout parce que j'ai eu à la maison un référentiel qui m'a bien fait comprendre que c'est pas parce que je suis une femme, c'est pas parce que je venais de classe moyenne, c'est pas parce que j'étais élevée dans tel ou tel milieu qu'il fallait que je me limite dans les choix que j'avais après. Et je pense vraiment que c'est eux qui m'ont marqué. Donc quand Angélique parle de son père, enfin moi voilà, c'est mon grand-père, quoi. Complètement. Frédéric Matisse, ces questions de transmission de valeurs aussi, ça vous parle forcément? Oui, tout à fait. Je rebondis sur le grand-père, parce que j'ai mon grand-père qui est pas très loin de nous, mais très loin en ce moment physiquement, puisqu'il est confiné comme nous tous, et c'est un être très social et qui a beaucoup de mal avec ce confinement. Donc voilà, j'en profitais juste pour faire un petit... C'est celui qui m'a appris justement l'amour du travail de la terre, etc. Et donc, voilà. Papy Jojo, si tu nous entends. Papy Jojo qui est forcément avec nous là, à l'instant. Salut Papy. J'espère. Et non, sur la transmission, en fait, c'est vraiment ça ce que j'ai dit, moi. C'est alors moi, c'est vrai que j'ai eu la chance du fait de mes parents, hein, qu'ils ont fait un choix de me mettre dans une école dite alternative, qui viennent beaucoup à la mode aujourd'hui. Et du coup, d'avoir un mode d'apprentissage par le faire, par l'expérimentation, par le droit à l'échec, par trouver les méthodes d'apprentissage, en fait, apprendre à apprendre, comme le dit Edgar Morin, par exemple. Et du coup, tous ces outils d'apprentissage, ça donne envie après de partager, de faire comprendre tout ça et de le faire vivre aussi à d'autres personnes, et notamment aux jeunes qu'on accompagne. Et indépendamment du genre, justement, et véhiculer justement ces idées qu'on est tous égaux, quel que soit notre genre ou quel que soit notre milieu social. Dans votre livre, Aurélie, il y a cette phrase au début, cette citation du comédien Jack Lemmon. Enfin, je pense que c'est le comédien Jack Lemmon dont on parle. Il y avait un homonyme scientifique. Alors, je vais le dire avec mon accent français, no matter how successful you get, always send the elevator back down. Donc, en fait, renvoyer l'ascenseur, j'ai l'impression que cette notion de partage, la notion de solidarité dans cette citation est très forte. Est-ce que, quelque part, cette passion de la transmission, c'est pas ce qui devrait animer tout le corps enseignant parce que c'est malheureusement ce qui manque parfois, cet amour du partage et de partage de connaissances. Oui, des enseignants et de tout le monde, en fait. En fait, cette citation, je la trouve hyper forte. Parce qu'elle veut dire, enfin, elle dit ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'être hyper successful et en haut de l'échelle pour redonner. Et la notion de give it back est très, très, très américaine, très importante. Et que moi, j'ai aussi eu grâce à mes grands-parents qui m'ont transmis ça. Et donc, c'est vrai que je le dis parce que ça fait partie de l'éducation, hein, c'est-à-dire transmettre ce qu'on sait, transmettre les codes, transmettre n'importe quel savoir qui peut permettre à l'autre de grandir plus vite.
Et donc, oui, pour moi, c'est hyper important parce que même si certains pensent en fait qu'ils ont réussi seuls, on n'a jamais réussi seul. On a réussi parce qu'on a travaillé dur, on a réussi parce qu'on a eu la chance d'avoir les parents qu'on a, parce qu'on a eu la chance d'avoir les professeurs qu'on a, la chance d'avoir l'entourage, les gens qui nous ont aidés, qui nous ont ouvert des portes, qui nous ont expliqué les choses et qui du coup nous a fait accélérer dans notre processus en fait d'apprentissage de la vie. Donc, je pense que c'est important d'avoir cette humilité face à son propre succès, quel qu'il soit, et du coup de redonner aux gens. Et je pense qu'ici, dans les gens qu'on a aujourd'hui, en fait, tout le monde redonne, voilà, à sa manière, avec son propre objectif, mais c'est tellement important, très très important. Sigrist? Oui, c'est vrai qu'on parle des imperfections qui existent dans le système d'éducation français, mais j'aimerais quand même qu'on rende hommage aux profs. Moi, je suis un échoué hein, du système scolaire. Il a fallu que j'arrive en seconde et que je fasse une classe théâtre pour me rendre compte de l'intérêt d'apprendre, et parce que j'avais une prof qui pensait différemment et tout ça. Mais même si le cadre, l'éducation nationale, les programmes, tout ça est très lourd, trop lourd et souvent discriminant, il y a quand même des hommes et des femmes derrière tout ça, des profs qui font un boulot de dingue. Et je trouve que ce qu'on est en train de voir en ce moment, où ils sont un peu lâchés par leur cadre, parce que voilà, c'est l'éducation. On voit des profs qui travaillent sur la recherche de documents, des polycopiés, qui communiquent avec tous les parents qui sont confinés avec leurs enfants, en plus de leur propre vie de famille. Et en fait, je trouve que on le voit quand effectivement on laisse cette passion qui est quand même la passion de la transmission, parce que même si les programmes sont peut-être imparfaits, les profs ont quand même cette motivation première de vouloir transmettre quelque chose. Quand on laisse ces gens s'exprimer un peu plus avec les moyens du bord, on se rend compte, on les voit tels qu'ils sont, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui se donnent du mal pour transmettre des choses à leurs enfants. Je vois que mes enfants, par exemple, ils ont par le biais d'échanges de mails avec leur prof, leur maître et leur maîtresse, ils ont des conversations hyper intéressantes dont j'étais privé jusqu'à maintenant, vu que moi j'allais les chercher juste à la sortie de l'école, je ne voyais pas tout ça. Mais je vois la manière dont ils échangent sur certaines choses, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de découvrir, et c'est beaucoup moins coercitif et beaucoup moins cadré que ce que j'imaginais dans le cadre confiné d'une école où toi tu récupères tes gosses et tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. En fait, les profs ils font un travail de dingue, je pense qu'il faut leur rendre hommage. Vous avez raison, avec cette expérience confinement, en fait, il y a plusieurs choses dont on se rend compte, c'est que les professeurs, c'est des créatifs, et qu'en fait, qu'on leur donne de la liberté, ils peuvent faire de belles choses, et ils le font déjà, c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte quand on est parent, et voilà, parce qu'on est de l'autre côté de la porte de l'école. Et aussi, je pense que, moi, pour avoir discuté, moi, j'ai pas encore d'enfants, mais je discute avec des gens qui ont des enfants et qui me disent, je réalise à quel point enseigner est un métier. Et ça, je pense que c'est dans la valorisation du métier d'enseignant, c'est fondamental. Et surtout, les gens réalisent encore davantage qu'être enseignant, c'est une vocation. Pour reprendre ce que disait Frédéric au début, c'est que c'est une vocation. Voilà, c'est une passion aussi. Exactement. C'est une passion aussi. Moi, j'ai eu mon prof du CE2, je ne sais pas comment on le dit, ma maîtresse du CE2, elle a transformé parce que moi, c'était l'enfer à l'école pour moi parce que ma tête fonctionnait trop vite et je me suis cassé le poignet, j'avais 8 ans et là, j'ai découvert ma maîtresse autrement. Elle m'a prise en main, elle me dit, dis-moi les réponses, dis-moi ce que tu veux. Et tout d'un coup, elle s'est rendue compte que j'avais plein de choses, que je connaissais plein de choses. Elle m'aidait et elle ne faisait pas les réponses pour moi. Je faisais les réponses et j'expliquais mes réponses. C'est-à-dire que j'ai argumenté déjà à 8 ans ce que je comprenais de telle ou telle chose. Et ça a été incroyable. Au collège, mon prof de philo a été incroyable aussi pour moi. Monsieur Kodias, c'était un truc de dingue. Il nous disait toujours, parlez-moi. On laisse Kant, on laisse Nietzsche, on laisse tout, discutons. Tout le monde est philosophe. Et ça m'a beaucoup permis de développer ma façon de discuter, de comprendre et d'écouter l'autre. Et c'est vrai que l'éducation telle qu'il est mis, c'est les garde-fous qu'on met aux profs qui fait que ça devient compliqué. Si on laissait les profs, il y a un programme, on dit aux profs, chaque prof dans quelle classe, choisissez comment vous avez envie de partager votre savoir, on irait 10 fois mieux. Le fameux programme imposé par l'éducation nationale qui ne fonctionne pas finalement parce que les profs sont les premiers malheureux et même s'ils sont passionnés, ils arrivent motivés, souvent en cours de saison, ils se découragent parce qu'ils sont avec 35 élèves devant eux. Il y a
des moyens aussi qui ne sont pas mis à disposition de ces enseignants-là, qui fait que ce sont les modèles alternatifs qui prennent le pas maintenant. De plus en plus d'enfants sont déscolarisés, vont chez Montessori, etc. Pourquoi? Parce que le système classique tel qu'on l'a connu, à la baguette et tout le monde sort le cahier, contrôle surprise, tout ça, ça stresse, ça nous fait perdre nos moyens. Voilà, et ça nous fait redoubler. Oui, Donc, J'ai connu, il faut apprendre à cœur, Il y a du par vécu, cœur là. les choses. je sens qu'il y a du vécu et qu'il y a des espèces de traumatismes qui sont en train de remonter à la surface avec cette émission chez Aline Afanoukoué. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors après, on ne peut pas être non plus catégorique en disant que le programme ne fonctionne pas. On a quand même des enfants qui bénéficient de cette instruction. Après, il y a peut-être des inégalités territoriales, il y a des inégalités de traitement selon les endroits où on se trouve. C'est comme tout, c'est-à-dire que on ne peut pas voir les choses de manière manichéenne. Et puis, Mais, il y a l'école et puis il y a ce qui se passe à l'extérieur. Pardon, Il y a l'école, puis aussi tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire quand tu rentres chez toi, est-ce que tu as un endroit où tu peux réviser? Est-ce que, tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et pareil, on parlait des écoles alternatives, mais les écoles alternatives, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont recours à Steiner, Montessori, mais il y a le coût. Le coût de ces écoles, c'est-à-dire que ça crée quand même aussi, Une élite. une fois de plus, une distinction sociale entre des gens qui ont les moyens de mettre leurs enfants dans des écoles alternatives où on va prendre le temps d'apprendre debout, de faire de découvrir l'art autrement, et puis des gens qui n'ont pas les moyens et qui vont continuer dans un circuit classique et où à la fin, on va les noter, il va y avoir un bac, etc. Et ils vont être éliminés ou non, ou envoyés dans d'autres. Donc, il y a aussi ça, c'est-à-dire que est-ce que l'éducation, quelle qu'elle soit, doit être payante? Et voilà. Non, moi je dirais non. Parce que dès qu'on met dans l'équation l'argent, on crée une discrimination d'office. Je suis d'accord. Pour moi, il y a deux choses sur lesquelles on doit vraiment, c'est la santé et l'éducation doivent rester quelque chose d'accessible à tous et être financé par l'État. Pour moi, c'est les deux piliers. Si on fournit une éducation et une santé contribuer collectivement. Oui, mais je pense que la question qui a été posée tout à l'heure par Frédéric qui disait il y a l'école et il y a ce qu'il y a autour. Enfin, on le voit très bien aujourd'hui, encore une fois, avec la crise actuelle. C'est que nous, on voit, il y a des profs effectivement qui font preuve d'une inventivité folle pour nous connecter 1 heure par jour via les espaces de travail collaboratifs, etc. Sauf que sur les 10, 15 ou 20 élèves qu'il y a dans la classe, il y en a 7 qui peuvent venir parce que il y en a d'autres qui n'ont pas d'ordinateur, il y en a d'autres qui ne savent pas l'utiliser, il y en a d'autres que voilà. Et du coup, ça crée une énorme. Je crois que c'est Philippe Mérieux qui a fait un papier sur le sujet, mais je pense que les questions d'inégalité, elles vont être encore plus mises à nu, mises à jour. Juste sur un petit. Du coup, je sors un peu de l'éducation, mais j'ai parlé tout à l'heure de la question de l'alimentation. On a un projet, nous, qui s'appelle Croc, où un des constats en fait qu'on a avec les jeunes qui viennent, puisqu'on a des jeunes en fait qui peuvent venir d'assez loin de chez nous, et en fait on va les chercher tous les matins, etc. à la gare. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le midi, pareil, il y avait le ou celui dont le papa ou la maman leur lui préparait à manger, et puis tous les autres, soit qui mangeaient pas, soit qui le matin, dans le McDo à côté de la gare, allait acheter son McDo le matin pour le manger le midi et nous demander où était le micro-ondes pour faire chauffer les frites. Et du coup, et de dire qu'en plus d'être assez dégueulasse, je pense qu'on peut le dire, ça avait un coût puisqu'ils mettaient 10, 15 ou 20 euros pour acheter leur truc. Et du coup, on s'est dit, par rapport à ça, on va récupérer les invendus des magasins bio et de par chez nous et on va cuisiner avec les jeunes. Donc, ce qu'on a fait. Et on fait des repas en très plat dessert pour 1,50 € pour les jeunes, pour qu'ils puissent justement avoir accès à une nourriture un peu plus saine. Et là, avec la crise, donc bon, nous, évidemment, on a dû fermer l'école, les jeunes sont rentrés chez eux quand ils avaient un chez eux, d'ailleurs. Ça aussi, c'était une autre problématique. Mais du coup, ce qui s'est passé, donc nous, on a continué à récupérer les invendus des magasins, et donc plus d'endroits où cuisiner avec les jeunes. Et en fait, la discussion qu'on a eue, c'était avec les restos du cœur de chez nous, qui nous disaient, oui, mais tous les gens qui venaient, parce que là, la campagne d'été allait commencer, tous les gens qui venaient récupérer leur panier restos du cœur, là, ils sont confinés chez eux et on ne peut plus gérer en fait les restos du cœur.
Et du coup, voilà, donc toutes ces problématiques-là sociales, je pense elles sont amplifiées encore avec cette crise. Et je pense et je trouve dommage que dans cette crise, dans les milliers d'heures de direct sur les chaînes d'infos, etc., on parle très peu de ce sujet-là. Exactement. Et je pense qu'il y a une vraie problématique et que clairement, si ça explose pas, voilà, je Ça ne va sais pas ce qui se exploser. passera, mais Oui. Moi, Et je d'ailleurs, pense que ça va exploser. Mais moi, la question que moi, je me pose toujours, et c'est toujours pour trouver une solution, il faut aller en arrière. Comment en sommes-nous arrivés là? Si on trouve la cause de ça et qu'on commence à changer cette cause fondamentale qui a créé cette inégalité galopante et absolument inhumaine dans laquelle nous vivons, c'est pas seulement en France, c'est partout. Et quand on parle des États-Unis, tout le monde pense que tout le monde est riche aux États-Unis. Moi, ça fait 20 ans que j'habite à New York. Je le vois, cette inégalité, dans la rue où je vis, dans le quartier où je vis. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à comprendre la racine d'où c'est parti cette inégalité et qu'on arrive à couper cette racine et créer un monde meilleur après le confinement. Même au moment où on parle, qui c'est qui est dans les banlieues de Seine-Saint-Denis? Les gens ne peuvent pas, même déjà dans la région parisienne, pratiquer la distanciation parce qu'ils vivent 5 à 10 dans une maison. Et ça, on l'entend pas à la télé. La télé, les radios, personne n'en parle. Et c'est comme si c'était des invisibles. Et c'est dangereux de ne pas profiter de ce moment de confinement pour commencer à avoir une autre vision du monde dans lequel on a envie de vivre. Alors, je crois qu'Aurélie voulait réagir, Frédéric Sigrist aussi. Aline aussi. Sera toi, Aurélie. Hop, non, mais je laisse Frédéric. Bon, d'accord, alors, Fred. oui, et d'ailleurs, vraiment pour rejoindre ce que dit Angélique, non seulement on n'en parle pas, mais il y a même carrément une sorte de storytelling, c'est-à-dire de dramaturgie autour des événements qui est fausse. C'est-à-dire quand on voit dans des journaux dire qu'en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup plus de victimes du Covid-19 qu'ailleurs parce que c'est des jeunes de banlieue qui ne respecteraient pas le confinement, c'est faux. C'est faux. Les gens qui occupent majoritairement ces places de réanimation dans les hôpitaux de Seine-Saint-Denis sont des gens qui sont obligés de travailler à Paris en tant que livreurs, dans des supermarchés, etc., et qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir des masques, d'avoir des gants, et ils sont obligés de travailler parce que s'ils ne travaillent pas, leur loyer n'est pas suspendu, ils doivent le payer. Donc, en fait, on est en train de voir avec ce confinement que les premières victimes, ce n'est pas seulement des gens qui vont au but de Chaumont, comme ça, profiter du beau temps, comme on nous le montre à la télévision, mais c'est avant tout les plus pauvres ou les métiers les plus précaires. Aux États-Unis, dans les premières victimes du Covid-19, c'est des statistiques. Donc, peut-être qu'on me rectifiera, mais il semblerait que majoritairement, les gens victimes du Covid-19 aux États-Unis sont avant tout les Afro-Américains. Il y a 70% des premiers décès sont des Afro-Américains parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller se faire soigner aux États-Unis et ils ne sont pas pris en charge. Donc, on les renvoie chez eux et ils meurent. Donc, en fait, il y a une forme de narration. Le monde d'avant, il n'a pas envie qu'on lui fasse un procès équitable. Donc, il est déjà en train de changer la narration des événements pour dire « Oh, mais s'ils sont morts, c'est un peu parce qu'ils ont fait n'importe quoi. » Mais non, ils n'ont pas fait plus n'importe quoi que… Ça rappelle l'histoire de l'esclavage, mon gars. le bourgeois qui est parti faire ça. Ceux qui sont partis à l'île de Ré ou à Noirmoutier dès les premiers moments du confinement, personne… Eux aussi, ils étaient porteurs du virus, simplement, il y a une autre narration pour eux. Enfin, ils se sont bien fait, bien évidemment, fait. Par les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Le mot invisible qu'a utilisé Angélique, le mot invisible, parce que je pense que c'est vrai, en fait. C'est-à-dire qu'à différentes échelles, ça dépend dans quel domaine et tout, mais il y a toujours des invisibles. Et en fait, ces invisibles sont d'autant plus pour les gens qu'on entend, qu'on écoute et qu'on lit, et qui sont justement soit des décideurs économiques, des décideurs politiques, ou bref, et ils sont encore plus invisibles pour ces gens qui vivent dans des bulles. Et c'est vrai qu'on parle aujourd'hui, Angélique l'a très bien fait, des invisibles justement pendant ce confinement, mais je pense qu'on a toujours eu des invisibles et qu'on les a toujours oubliés, et leur invisibilité est d'autant plus renforcée que les gens qu'on entend, qu'on lit et qu'on écoute sont dans leur bulle et du coup ne les voient encore moins.
Et pour reprendre ce que dit Frédéric, subissent l'effet de narration que j'avais pas vu et qui est assez juste en fait. Et après, voilà, c'est là où les médias ont une certaine responsabilité par rapport à la narration qu'ils fournissent et la manière dont ils la donnent. Et à la fin du confinement, ça ne va pas s'arranger parce que la peur est omniprésente aussi de ces invisibles. On a peur d'être contaminé par le gars qui habite Saint-Denis, qui travaille. C'est ça qui nous divise aussi, c'est qu'il y a une peur qui est omniprésente et qui fait que la solidarité se compte quand même sur les bouts des doigts finalement. Parce que quand on voit le traitement des infirmières qui sont obligées de trouver un autre logement parce que dans leur propre immeuble, on leur dit, on leur met des mots sur leur pare-brise ou sur leur boîte aux lettres, on leur dit restez loin parce que vous êtes. Enfin, c'est quand même aberrant parce que ces gens-là mettent leur vie en danger pour nous sauver. On leur dit quand elles rentrent chez elles, s'il te plaît, stay away. Donc, quand il y aura ça, on ne va pas s'en sortir, malheureusement. Alors, si je puis me permettre, quand même, ce n'est pas une majorité de gens qui jettent les infirmières de chez eux. Il y a quelques abrutis. Non, mais encore une fois, non, mais pardon, je suis d'accord qu'il y a des gens qui le font et c'est totalement condamnable et c'est même odieux, c'est à vomir. Pour autant, on voit quand même qu'il y a une vraie solidarité à l'égard du personnel enseignant, et de toutes les personnes qui nous aident aujourd'hui, et qu'il y a quand même des chaînes de solidarité. Donc, et si on est là pour parler aussi de ce qui se passe aujourd'hui, pour imaginer un demain meilleur, on est déjà 6 personnes réunies sur cet écran et certainement des centaines, voire des milliers, des centaines de milliers, des millions qui nous regardent actuellement sur les réseaux sociaux. C'est qu'on appelle aussi ça de nos voeux. Voilà, juste pour… Et il faut aussi, je pense, à notre échelle, chacun d'entre nous aussi se combattre nous-mêmes par rapport à nos préjugés, mais aussi répondre aux gens. C'est-à-dire, moi, ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a une stigmatisation des peuples. Et moi, ça me fait de la peine. Par exemple, vivant entre les États-Unis et la France, c'est vrai que les États-Unis, c'est mon pays, et comme la France, et c'est vrai que quand je vois que les gens disent les Américains pour parler de leurs décideurs, ça me fait de la peine parce que les Américains ne sont pas Trump ou les gens de l'office. Au même titre, quand j'entends les gens parler du virus chinois, ou j'entends les gens parler des Chinois, alors qu'en fait, non, ce n'est pas l'irresponsabilité des Chinois, c'est une certaine irresponsabilité de la part des décideurs, des gens qui gouvernent ce pays. Et c'est très différent. Et c'est pareil, donc il y a une stigmatisation des peuples aujourd'hui, et que je trouve dommageable, et qu'il faut faire très, très attention et se reprendre soi-même ou reprendre les gens lorsqu'ils parlent des Chinois, lorsqu'ils parlent des Américains. Voilà, juste, je voulais dire parce que c'est… Je suis dans le même bateau que toi, parce qu'on me dit pareil, parce que ça fait 20 ans que je suis à les États-Unis. Vous, les Américains, j'ai dit, mais attendez, 2 secondes là. Les généralisations, c'est le premier signe de l'imbécilité, de l'idiotie totale, quoi. Attends, on va pas mettre tout le monde dans le même panier. Quand on me dit les Français sont comme ceci, combien de fois j'ai entendu ça depuis que je suis arrivée? C'est la première fois que j'ai entendu ça, c'était en 83. Vous, les Africains, j'ai dit, mais attends 2 secondes là, l'Afrique, c'est un continent, hein? Vous, les Allemands, j'ai dit, mais oh là, on ne peut pas commencer une discussion avec ça. Tu commences ta phrase avec vous, les machins. Moi, je me casse direct, je ne veux même pas discuter avec toi. Hein. Alors, vous, les invités, il va être temps de conclure cette émission. Ouais, vas-y, conclure là. mais on n'a pas fini. Hein. Frédéric, vous vouliez rajouter quelque chose? Ouais, juste, c'était pour extrapoler la discussion juste d'avant, mais bon, qui rejoint tout ça. Mais je pense que c'est cette question d'invisible. Nous, à un moment, on parlait des sans-voix, aussi pour parler des jeunes avec qui on travaille, etc., qu'on n'écoute pas, en fait. Et du coup, la question, c'est pour parler de mathématiques, transition écologique, et parler aussi de cette idée d'explosion de l'éducation alternative, c'est, je pense, un des enjeux qui va être très fort, c'est de ne pas dissocier en fait le social et la transition écologique comme certains peuvent être tentés de le faire et comme à l'époque, avant sa démission, Nicolas Hulot l'avait dit, en fait. Hein, un des trucs dont il s'est rendu compte, c'est que l'argent qu'on lui mettait dans son ministère, c'était de l'argent qui était pris du plan pauvreté. Et que 2 mois avant les Gilets jaunes, il disait si on sépare en fait cette question de la prise en compte du social et la transition écologique, on va faire une transition écologique à 2 vitesses. Et en gros, ceux qui auront l'argent pourront en profiter, et ceux qui ne l'auront pas seront les premières victimes en fait du changement climatique. Et donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu là-dessus sur lequel il faut travailler. Ça ressemble à une belle conclusion de la part de Frédéric Matisse. Aurélie,
Comment est-ce que vous aimeriez conclure cette discussion? On a parlé beaucoup de choses. On est quand même resté pas mal sur l'éducation et sur l'instruction. J'aimerais qu'on essaie de… Vous qui avez cette double expérience, qui êtes de chaque côté de l'Atlantique, vous avez donc une vision, je pense, assez claire de deux systèmes éducatifs. Vous avez fait vos études ici, vous faites de la recherche aux États-Unis, vous avez des étudiants là-bas. Est-ce qu'il y a des choses positives d'un côté et de l'autre qui pourraient faire qu'on irait vers une école idéale? Moi, en fait, c'est parce que aussi je suis très libérale, mais disons que l'éducation, elle se fait à l'école, mais elle se fait aussi en dehors de l'école, et que si, il faut croire aussi, c'est bien d'avoir un État fort comme le cas de la France pour justement financer, driver en fait l'éducation et faire que chaque enfant ait une chance de réussir. Et je suis pour. Il ne faut pas oublier non plus les initiatives individuelles. Voilà, c'est-à-dire il ne faut pas tirer d'un trait l'individualisme qui est souvent peut-être mal perçu dans notre société en France et qui pourtant est la raison d'être de beaucoup de gens et qui permet aussi d'avoir parfois des résultats formidables parce qu'on va permettre aux gens de créer, trouver des solutions voilà. Et aussi l'individualisme au sens où on a chacun individuellement une responsabilité pour apprendre à l'autre. C'est-à-dire que moi, ce que je fais dans mon métier, je pense, et mes collègues ont aussi cet ADN, à savoir il faut transmettre ce qu'on sait, ce qu'on apprend au grand public et à tout le monde. Voilà. Et donc il y a cette notion d'individualité aussi qui est importante et qu'il ne faut pas tirer d'un trait, je pense. Et qu'on le voit aujourd'hui à travers les actions de Frédéric ou d'Angélique. Voilà. Angélique Kidjo. Moi, je dirais que il y a un proverbe chez moi qui me plaît beaucoup. C'est il faut les deux mains, il faut les deux mains soient ensemble pour se laver. On ne peut pas se laver la main toute seule. Il faut les deux. Et moi, ce qui est important pour moi, et je viens d'une culture où je n'ai pas seulement été élevée par mon père et ma mère, mais c'est toute la rue où j'ai grandi, toute ma famille dans le sens le plus large du terme. C'est-à-dire que avant d'envoyer son enfant à l'école, il faut déjà lui donner les valeurs de qui il est. Quand on sait qui on est, d'où on vient, même si on ne sait pas où on va, quand on arrive quelque part, on se pose, on regarde et on comprend là où on est et on peut apporter quelque chose. Apprendre individuellement, c'est important, mais apprendre collectivement, ça fait qu'on arrive beaucoup plus vite. C'est-à-dire, les enfants aujourd'hui, ce n'est pas au prof ou à la maîtresse de leur donner des leçons de bien se comporter, de politesse. C'est à la maison que ça s'apprend. Et il est prouvé qu'un enfant qui va à l'école, et quand cet enfant revient à la maison, s'il a de l'attention, que ce soit de son père, de sa mère, d'un frère qui l'aide à faire ses devoirs, il réussira mieux parce qu'un être humain ne peut pas vivre seul. Et c'est la leçon fondamentale du coronavirus, c'est que ça touche à ce que nous sommes, à notre humanité profonde. Si on veut la récupérer, c'est qu'on ne peut pas dissocier le social du capitalisme. Et le capitalisme ne peut pas exister sans le social. Il faut qu'on arrive à comprendre que nous sommes tous, là où nous sommes aujourd'hui, nous avons des capacités différentes d'apporter des choses différentes. Et qu'après ce confinement, il faut être encore plus actif que jamais. Dans tous les moyens que nous avons, quand on rencontre quelqu'un qui a besoin de quelque chose, être à l'écoute de l'autre, pour moi, c'est très important. Apprendre à écouter les autres. Et ça, si on arrive à faire ça, moi, je pense qu'on arrivera. Aline? Est-ce qu'on peut écouter justement la voix d'Angélique? Est-ce qu'on a le temps pour faire un petit... On a tout notre temps. Moi, je suis avant que Angélique Kidjo ne devienne ministre de l'Éducation comme son... Pas moi. Gilles Bartogil a été ministre de la Culture. La politique, c'est mon micro. Hein. Moi, je ne fais pas la politique. C'est un milieu pourri. Là. Non, merci. Moi, je ne fais pas de... Est-ce qu'on ne pourrait pas se quitter, je ne sais pas moi, avec un petit acapella, quelque chose que tu nous chantes? Moi, je vais chanter là maintenant. Là. Vous êtes sûr là? Bien sûr. Ce moment je vais chanter un truc en français. Je sais pas. Et la foule saoule comme il se doit. Les bonnes gens vous montrent du doigt. Porte toujours ce que tu crois, même s'ils disent que ça ne se fait pas. Vous pouvez plier, mais ne cédez jamais, jusqu'à vous brûler, mais ne cédez jamais. Super, bravo. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Angélique. C'était formidable. J'étais ravi de vous avoir tous les trois pour ce deuxième épisode de l'effet pangolin. Voilà, c'est une émission en mouvement. Merci beaucoup. J'étais content de vous avoir aussi, Frédéric et Aline, hein, mais je crois qu'on va être amenés à se revoir. Hein. Donc, pas. Ça sortait du cœur. Ah, tous les trois, c'était bien. Et puis les deux. Il y avait les autres. En même temps, ils sont disponibles, ils sont gentils. alors, on revient la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, on va partir sur les traces de Magellan, ou du moins dans le sillage de Magellan, puisqu'on va recevoir l'explorateur Joe Le Guen, qui avait traversé l'Atlantique et le Pacifique à la rame il y a quelques années. Là, il prépare un tour du monde en 2022 en voilier, justement dans le sillage de Magellan, puisqu'en 2022, ce seront les 500 ans du premier tour du monde de Magellan. Et quelque part, ce tour du monde a été le début de la mondialisation économique. Et on va donc extrapoler, après avoir parlé de son métier, de son activité d'aventurier et de navigateur. On va parler également de cette mondialisation et on recevra également l'historien spécialiste des médias et de l'information, Fabrice d'Almeida, puisque début de la mondialisation économique dit début forcément de la mondialisation de l'information, des fake news, des rumeurs et de la manipulation de l'information. D'ailleurs, il nous racontera une histoire extraordinaire sur les Indiens d'Amazonie qui ont manipulé l'information pour éloigner les Européens d'eux, une information qui est arrivée jusqu'en Europe justement pour réussir à se protéger. Et puis le groupe Trio sera avec nous qui vient de fêter ses 25 ans. Gizmo et Christophe Mali seront également présents. Donc ça nous promet encore de belles discussions qui à un moment donné m'échappent, mais c'est le but. Alors voilà, ce sera le prochain rendez-vous vendredi prochain, mis en ligne sur les réseaux sociaux, sur YouTube et Facebook. Et puis évidemment, vous pouvez commenter l'émission, comme je vous le rappelle, avec le hashtag Effet Pangolin. Et puis je voulais vous parler également avec ce festival Atmosphère dont je suis le président d'honneur et qui organise cette émission. Eh bien, nous serons présents durant ce week-end pour ce festival 100% virtuel, accessible en ligne de samedi à dimanche, de 15h à 23h sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc, académie du monde d'après.org et nous pourrons y participer avec l'effet pangolin. Vous pourrez retrouver quelques extraits des intervenants, que ce soit de cette semaine ou ceux de la semaine dernière. Dernière chose avant de vous quitter, je voudrais quand même remercier l'ensemble des personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission, de l'équipe du Festival Atmosphère, Pascal Signolet, Laurence Lafito, Virginie Delagrange, Laurent Le Triard, Marie-Lou Signolet, Mélanie Faure, Julie Lefebvre et Steve Albaré. Et puis évidemment, merci pour leur aide également à F5 et Raphaël Sigmuller de Uprightly. Et merci à Frédéric Sigrist, ainsi qu'à Aline Afanoukoé. Et merci à vous, Frédéric Matisse, Aurélie Jean et Angélique Kidjo. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et à bientôt. Grand merci. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et puis de toute façon, le numéro de la semaine dernière est toujours consultable. Et puis le numéro, celui-ci sera consultable. J'ai pas envie de partir en fait, j'étais bien là. Bon, allez, salut. Ciao. Merci. Merci.